C'est un lointain, très lointain souvenir que je m'apprête à partager avec vous. C'était en 2001, je devais avoir 4 ans, pas plus, pas moins, et pourtant je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions à la campagne un week-end en famille, avec mon père et mon grand frère, je me rappelle, on était allés dans un vide-grenier. On adorait ça, surtout mon père. On en faisait tout le temps, et aujourd'hui encore c'est notre truc, notre plaisir de flâner dans ces bric-à-brac ambulants de campagne. On s'est rendu à un vide-grenier donc, et mon père a offert à mon grand frère, âgé de 9 ans à l'époque, la toute dernière console de salon de la célèbre filiale japonaise de jeux vidéo, la Nintendo 64, avec un seul jeu, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. On lance le jeu, un écran titre apparaît, mon grand frère sélectionne une partie déjà faite au hasard. Je me rappelle plus ou moins de quelques bribes de souvenirs de ce moment-là, mais mon frère se baladait dans un château à l'allure apocalyptique, il explore, casse tout ce qu'il peut avec son épée, je le regarde, fier, curieux, on comprend rien. Il sait pas quoi faire, il sait pas où aller, c'est le bordel. Il décide de tout recommencer depuis le début et de créer sa propre partie. Et à ce moment-là, sans aucune exagération, moi et mon grand frère étions à 10 000 lieues d'imaginer que notre vie allait changer à tout jamais. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau documentaire pour traiter d'un sujet qui me tient énormément à cœur, que je voulais partager avec vous depuis des mois. Une saga qui aura marqué au fer rouge l'industrie du jeu vidéo, de la pop culture mondiale. Je veux bien évidemment parler de The Legend of Zelda. Prenez ma main, suivez-moi, et ensemble partons explorer les confins de la terre d'Hyrule. Moi, c'est Baptiste, artiste, chanteur, producteur, surtout gros fan de jeux vidéo. Je m'appelle Célia, j'ai 29 ans, je suis tatoueuse sur Paris. Mon premier souvenir avec Zelda, c'était quand j'avais 4 ans. Je m'appelle Christophe, je suis chargé de recrutement, grand fan de la série depuis toujours. Je m'appelle Rose, j'ai 26 ans et je suis une chanteuse et musicienne basée à Paris et grande gameuse. Je savais même pas lire. Et du coup, je voyais mon grand frère qui jouait à Ocarina of Time sur Nintendo 64. J'ai joué à mon premier Zelda il y a plus d'une vingtaine d'années sur Nintendo 64. Mon premier jeu Zelda, c'est Phantom Hourglass sur DS. Ça a été une révélation, ça a été... Tout commence en 1952, le 16 novembre plus précisément à Sonobe, non loin de Kyoto au Japon, avec la naissance d'un petit garçon prénommé Shigeru Miyamoto. Issu d'une famille modeste et simple, ce petit garçon curieux passera durant toute son enfance des journées entières à explorer les paysages sauvages, les forêts, les grottes environnantes, les montagnes, se laissant porter par son imagination. Ses aventures solitaires lui donnent vraiment un goût pour l'exploration et la découverte. Par exemple, il aurait raconté que près de chez lui, il y avait une grotte qui l'intriguait énormément et au début, il n'osait pas l'explorer tout seul. Les jours passent et après avoir pris son courage à deux mains, enfin, il se décide d'aller l'explorer avec une simple lanterne. Comme je l'ai dit précédemment, Miyamoto grandit dans des conditions simples, mais cela ne limite en rien son imagination. Bien au contraire, il est souvent amené à fabriquer ses propres jouets avec le peu de moyens qu'il dispose et à inventer des jeux. Le temps passe et Miyamoto ne montre pas trop d'intérêt particulier pour les études classiques, mais il se distingue par sa créativité et son talent artistique. En effet, ce dernier dessine et il dessine plutôt bien même. Après le lycée, il poursuit des études en design industriel à l'université Kanazawa Municipal College of Industrial Arts. Durant cette période, il s'intéresse également au théâtre d'ombre et au manga. Nous sommes en 1977 et malgré ses ambitions créatives, Shigeru Miyamoto n'a pas de plan clair pour sa carrière après ses études. Il galère, il flâne. Toutefois, son père connaît un certain Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo à l'époque, et cette connexion lui ouvrira une porte décisive. Nintendo est une entreprise japonaise fondée en 1889 à Kyoto, initialement spécialisée dans les cartes à jouer Hanafuda, mais c'est sous la direction de Hiroshi Yamauchi, au XXe siècle, qu'elle évolue pour devenir un acteur majeur dans l'industrie du divertissement, notamment grâce à son innovation dans les jouets électroniques, puis les jeux vidéo. Nintendo est en pleine transition, cherchant clairement à se démarquer et à se diversifier dans ses contenus électroniques et dans les jeux vidéo. Miyamoto est donc embauché comme artiste industriel et designer. C'est une super belle victoire pour notre pote. Le mec il était en galère et là d'un coup, bam, il trouve un bête de taf dans une entreprise très prometteuse. Il ne tardera pas à se faire remarquer pour sa créativité, son imagination débordante et ses idées novatrices. En effet, Hiroshi Yamauchi lui confie un projet crucial. Nintendo souhaite reconvertir une borne d'arcade appelée Radarscope, qui n'a pas rencontré le succès espéré en Amérique du Nord. Un jeu entièrement nouveau. Miyamoto est alors chargé de concevoir ce nouveau jeu. Une mission très ambitieuse pour un novice dans le domaine. La pression elle est immense pour Miyamoto. Ce dernier propose un concept audacieux, inspiré de ses influences artistiques et narratives. Il crée Donkey Kong, un jeu mettant en scène un héros, Jumpman, une princesse à sauver et un antagoniste en forme de gorille. Eh oui, mais pour ceux qui ne le savaient pas, au début, Donkey Kong c'était un bâtard ce macaque. Le jeu connaît un succès monumental. C'est un carnage. C'est frais, c'est nouveau, le tout propulsant Nintendo sur le devant de la scène internationale du jeu vidéo, établissant parallèlement Miyamoto comme la nouvelle étoile montante dans l'industrie. En 1983, 2 ans après le succès de Donkey Kong, Miyamoto a du pif et il sent qu'il y a un truc à faire avec le personnage de Jumpman. Ainsi, il continue de développer ce personnage qui portera maintenant un nom, Mario. Un
en hommage à Mario Segail, un propriétaire américain de locaux loués par Nintendo. Je pense qu'à l'époque, Miyamoto venait sans le savoir d'inventer l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Il est trop fort le mec, putain. C'est un petit jeune, il sort de nulle part, c'est incroyable. Avec le lancement de la Nintendo Entertainment System, la NES, une console de salon en 1985, Miyamoto crée Super Mario Bros, un jeu qui révolutionne l'industrie. Il s'agit d'un jeu de plateforme où Mario explore des mondes variés pour sauver la princesse Peach. Super Mario Bros redéfinit les standards du gameplay avec sa précision, ses niveaux variés et ses secrets cachés. Il devient un phénomène culturel et l'un des jeux les plus vendus. Il a de la magie dans les mains, notre petit Shigeru Miyamoto. Il est vraiment pris au sérieux maintenant, il est considéré comme un visionnaire. Mais entre nous, est-ce que ça suffit notre cher Shigeru? Non. Après le triomphe de Super Mario Bros, Shigeru Miyamoto, accompagné de son collaborateur Takashi Tezuka, cherchait à développer une expérience de jeu radicalement différente. Là où Super Mario Bros était linéaire, rapide et axé sur la progression d'un point A à un point B. Miyamoto, lui, voulait créer un jeu qui donnerait une liberté totale aux joueurs, pour que chacun puisse explorer, résoudre des énigmes à son propre rythme. Et ce jeu, les deux compères lui ont donné un nom, The Legend of Zelda. Le nom Zelda vient de Zelda Fitzgerald, l'épouse de l'écrivain américain F. Scott Fitzgerald, célèbre pour son roman The Great Gatsby. Takashi Tezuka a été attiré par le prénom Zelda parce qu'il trouvait qu'il évoquait une image de beauté, de mystère et d'élégance. Ces qualités correspondaient parfaitement à l'idée d'une princesse emblématique et d'une figure importante dans l'histoire du jeu. Mais alors ce jeu, de quoi il parle? Il raconte l'histoire de Link, un héros chargé de sauver le royaume d'Hyrule. La princesse Zelda a été capturée par le maléfique Ganon, qui a volé la Triforce du pouvoir. Avant d'être enlevée, Zelda divise la Triforce de la sagesse en 8 fragments et les cache à travers Hyrule pour empêcher Ganon d'obtenir un pouvoir absolu. The Legend of Zelda introduit un monde ouvert où les joueurs pouvaient choisir leur propre chemin. Le jeu combinait des éléments d'exploration, de combat et de résolution d'énigmes, tout en proposant une histoire épique. Ce jeu était l'un des premiers, si ce n'est le premier, à instaurer un système de sauvegarde, une révolution à l'époque. Fini les systèmes de mots de passe interminables pour reprendre ta partie là où tu t'étais arrêté sans devoir recommencer tout ton jeu depuis le début. Et Link, cher Link, d'où viens-tu et pourquoi portes-tu ce nom? Le nom Link, donc lien en anglais, reflète son rôle de lien, justement, entre les joueurs et le monde fantastique d'Hyrule. Entre parenthèses, le monde principal dans lequel se déroule l'aventure. Son apparence de jeune aventurier en tunique verte, inspiré des elfes et du farfadet volant complètement chelou. En volant, bien sûr. En volant. Link visait à capturer l'essence d'un héros intemporel et universel. J'ai une anecdote super intéressante à vous raconter. Miyamoto voulait qu'à la base, le thème principal de ce nouveau jeu flambant neuf, Zelda, soit ni plus ni moins que le boléro de Ravel. Mais seulement quelques jours avant la sortie du jeu, l'équipe de développeurs s'est rendu compte qu'ils n'avaient finalement pas pu avoir les droits d'auteur pour la musique. La tuile, quelques jours avant la sortie seulement. Grosse panique dans les locaux de Nintendo, c'est la merde, comment on va faire? Il faut créer une musique de toute pièce qui soit impactante pour que ce jeu soit une réussite totale. Et c'est en seulement une nuit que le sauveur, l'extraordinaire, le génialissime Koji Kondo va composer le thème qui marquera des générations et des générations. Retenez bien le nom de ce mec parce qu'on va en parler plusieurs fois. C'est un génie, il est incroyable. Le 21 février 1986, The Legend of Zelda sort au Japon sur Famicom Disk System, puis sur NES le 22 août 1987 aux États-Unis et en novembre 87 en Europe. The Legend of Zelda est un carton. Le succès est immense, le jeu s'est vendu à 6,51 millions d'exemplaires, c'est énorme pour l'époque. Il a non seulement posé les bases pour une série qui reste active aujourd'hui, mais a également influencé des générations de développeurs. Après la sortie du jeu, Miyamoto a été touché par la manière dont les joueurs se sont appropriés le monde d'Hyrule. Il a exprimé sa joie de voir des communautés de fans partager des cartes dessinées à la main et des astuces. Il leur a déclaré: nous avions peur que les joueurs trouvent le jeu trop difficile ou frustrant, mais nous voulions leur donner une liberté totale pour explorer. Je pense que c'est ce qui a rendu l'expérience si spéciale pour beaucoup de gens. Nous avons conçu Zelda pour que les joueurs se sentent comme de vrais explorateurs. Quand j'ai vu des enfants discuter des secrets qu'ils avaient trouvés, j'ai su que nous avons réussi. Monsieur Miyamoto, Monsieur Takashi Tezuka, toutes mes félicitations. Vous avez sans le savoir à l'époque, je pense, créé quelque chose qui est bien plus qu'un jeu. Vous avez créé une légende. Après le succès phénoménal de The Legend of Zelda, Nintendo voulait capitaliser sur cet élan tout en innovant. Cependant, au lieu de créer une suite directe dans le même style, l'équipe de développement a décidé d'explorer des nouvelles mécaniques de jeu et de repousser les limites de la Famicom/la NES. C'est alors qu'en 1987 sort le deuxième opus de la saga, The Adventure of Link. Le premier Zelda avait établi un nouveau standard pour les jeux d'action-aventure, mais Shigeru Miyamoto voulait que chaque nouvel opus de Zelda soit unique. Contrairement à la vue aérienne du premier jeu Zelda, Zelda 2 adopte une vue de côté pour les combats et l'exploration des donjons, une décision qui reflétait l'intérêt croissant pour les jeux de plateforme. La
carte du monde conservait toutefois une vue aérienne, créant un hybride unique. À sa sortie, le jeu est très bien accueilli par la presse spécialisée, qui considère que l'ajout de phases de jeu en vue latérale et d'éléments de jeu de rôle sont des avancées significatives qui en font un jeu incontournable. À titre personnel, je ne l'ai jamais fini, j'y ai joué quelques fois, mais pour le coup, j'avoue que ce côté latéral me dérange un petit peu. Enfin, je sais pas. Mario, oui, évidemment, c'est en vue de côté. Donkey Kong, pareil, et de nombreux jeux plateformes d'époque. Mais Zelda, non, c'est trop bizarre. C'est pas normal, c'est étrange. C'est pas logique pour moi, j'ai du mal en tout cas. Enfin bref, je vais pas trop rentrer dans les détails de cet opus. Ce sera pareil pour toute la vidéo. Je vais vraiment m'attarder sur les Zelda qui, moi, m'ont marqué. Donc voilà, les bases sont posées, l'univers est clairement établi. Une multitude de possibilités s'offrent à Miyamoto et son équipe. Donc maintenant, notre Shigeru veut aller loin, beaucoup plus loin. Il souhaite revenir aux racines du premier jeu, tout en améliorant l'expérience. Il veut recréer ce sentiment d'exploration libre, dans un monde vaste et cohérent, et veut exploiter pleinement toutes les capacités de la dernière console de Nintendo sortie en 1990, la Super Nintendo. C'est alors que le 21 novembre 1991 au Japon, puis en avril 92 aux États-Unis et en septembre 92 en Europe, un jeu qui va clairement révolutionner la licence et qui sera un carton, A Link to the Past. Royaume d'Hyrule, plusieurs jeunes filles sont mystérieusement enlevées par un sorcier démoniaque nommé Agaïm, avec l'aide de ses sbires. Son objectif, libérer le roi démon emprisonné dans un seau, vous l'avez dans le mille, Ganon. Il y en a qui disent Ganon, moi j'ai toujours été habitué à dire Ganon, donc ce sera Ganon dans cette vidéo, c'est moi qui commande. On commence le jeu dans le château d'Hyrule pour libérer la princesse Zelda captive. Avec cette musique, cette putain de musique. Incroyable. Et toute la bande originale du jeu est signée Koji Kondo, naturellement. Pour sauver le royaume, Link reçoit pour mission de récupérer 3 pendentifs nécessaires pour obtenir la Master Sword, une épée légendaire capable de vaincre le mal. Et dans cet opus, A Link to the Past, qu'apparaît pour la première fois cette fameuse Master Sword, une lame purificatrice. Un symbole dans la licence, on y reviendra plus tard. Il parcourt divers lieux à Hyrule pour surmonter des défis dans des donjons, vaincre des monstres et acquérir ses pendentifs. Avec les pendentifs en main, Link récupère la Master Sword dans une forêt sacrée. Il retourne au château pour confronter Agaïm, mais après une bataille, celui-ci envoie Link dans le monde des ténèbres. Ah le chameau! Et alors qu'on pensait avoir quasiment fini le jeu, on se retrouve dans un monde, un bordel sans nom, et en fin de compte, c'est vraiment à ce moment-là que l'aventure, la vraie, commence. Avec cette musique qui aura marqué au fer rouge l'esprit de tous les joueurs, moi aussi évidemment. Ce monde est une version déformée et chaotique d'Hyrule, créée par Ganon avec le pouvoir de la Triforce. Qu'est-ce que la Triforce? Ce triangle doré qui a une place capitale dans la saga. Et ça mérite une petite explication. La Triforce est un artefact sacré au cœur de la série, créé par les 3 déesses d'or. Din, déesse de la force, Naoru, déesse de la sagesse, et Faror, déesse du courage. Elle symbolise l'équilibre parfait entre ces 3 vertus fondamentales. Elle se compose de 3 triangles dorés formant un triangle plus grand, et chaque fragment représente une vertu spécifique. La Triforce de la force représente la puissance brute, le pouvoir de conquérir et de gouverner, souvent associé à Ganon, / Ganondorf, sa version humaine, on y reviendra plus tard. La Triforce de la sagesse représente la clairvoyance, l'intelligence et le bon jugement, généralement associé à la princesse Zelda. Et la Triforce du courage, qui incarne la bravoure et la détermination, souvent détenue par Link. Lorsque quelqu'un possède un cœur équilibré, il peut réunir les 3 parties pour reformer la Triforce complète et voir son vœu exaucé. Cependant, si son cœur est déséquilibré, la Triforce se divise et chaque fragment va à la personne qui incarne le mieux chacune des vertus. Dans l'univers de Zelda, la Triforce est une source de pouvoir absolu, mais aussi un objet de conflit, car elle peut être utilisée pour le bien, mais aussi le mal, selon les utilisations de son possesseur. Et Ganon, ce grand coquin, dans quasiment tous les opus où il apparaîtra, il voudra s'en emparer pour gouverner le monde. Voilà, vous savez tout maintenant, revenons à nos cocottes. Link découvre qu'il doit libérer 7 jeunes femmes, descendantes des sages emprisonnées dans des cristaux répartis dans différents donjons. La longueur de la quête, c'est colossal. Link explore le monde des ténèbres, résout des énigmes complexes et affronte des ennemis puissants pour libérer les descendantes. Il doit fumer des boss tout baiser de la tête, etc. Et après avoir libéré les descendantes, Link accède à la pyramide du pouvoir où il affronte Ganon. Lors d'un combat épique, Link utilise la Master Sword et des flèches d'argent pour vaincre Ganon avec la Triforce. Link
restaure la paix dans Hyrule, ressuscite ceux qui ont été perdus et rétablit l'équilibre entre les deux mondes. Fin. Ce jeu, moi, je l'ai découvert bien plus tard. J'étais tout simplement pas né à l'époque de sa sortie, mais des années plus tard, en 2002, Nintendo a ressorti le jeu sur sa dernière console portable de l'époque, la Game Boy Advance. Et le premier souvenir que j'ai de ce jeu est le suivant. J'avais 5 ans lors de la sortie de la Game Boy Advance, mon grand frère en avait 10. On dormait dans la même chambre et je me rappelle que les samedis matins, c'était le week-end, il n'y avait pas école, c'était la fête et je me faisais doucement réveiller par cette musique avec la faible qualité sonore que pouvait mettre la Game Boy Advance. Cette musique, c'est la musique qu'on peut entendre dans les premiers donjons du jeu. Je me faisais réveiller par cette musique et ni une ni deux, je me précipitais dans son lit et je le regardais jouer pendant des heures. Des après-midi entières à se plonger dans ce gigantesque monde de légendes rempli de quêtes à accomplir. Voilà les premiers souvenirs de ce jeu incroyable. Et par la suite, des années plus tard, je l'ai poncé à mon tour. Je me suis fait ma propre aventure, ma propre expérience de jeu, etc. Avec ce jeu, Shigeru et son équipe ont une nouvelle fois réalisé une immense prouesse, que ce soit sur le plan technique et sur le plan narratif. C'est le premier jeu de la saga qui détaille autant les intrigues. Il a posé des thèmes majeurs avec la Triforce, la Master Sword. On peut dire que maintenant le train est lancé à toute vitesse et que la licence de Zelda commence à devenir indispensable dans l'industrie du jeu vidéo. Elle rapporte, elle fait plaisir aux fans, ça se vend bien, ça marche bien, les fans en veulent plus. Et moi aussi j'en veux plus. En 1993 sort le 4e opus de la saga intitulé A Link Awakening, développé par Kazuaki Morita sur la première console portable de Nintendo, la Game Boy. J'en ai pas de très bons souvenirs de ce jeu. Je l'avais fini courant les années 2000, je devais avoir 6, 7, 8 ans, je me rappelle plus exactement. Et pour le coup, je trouve que ce Zelda a pris un sacré coup de vieux, il a mal vieilli. C'est mon avis, il m'a pas trop marqué, c'est comme ça. Il y aura un remake sur Switch en 2019 et qui permettra à ce jeu de lui donner un nouveau souffle de vie. Et puis surtout, je me rappelle qu'il était excessivement dur à l'époque. Je galérais. Je crois que je n'ai jamais été autant bloqué dans un Zelda que celui-ci. C'est néanmoins un super jeu, mais j'ai pas trop envie de m'attarder dessus. Il m'a pas transcendé. Et vous, est-ce que vous l'avez aimé ce jeu? Nintendo et Shigeru ont des idées pour la suite de la licence. Mais la Super Nintendo n'est pas assez puissante pour assouvir aux besoins des développeurs. Patience, Shigeru, patience. Dans quelques années, tu t'apprêteras à réaliser un jeu qui sera, selon les médias, considéré comme le meilleur jeu de l'histoire de la planète. Tu ne le sais pas encore, Shigeru, mais tu es sur le point de créer un jeu qui marquera jamais l'industrie du jeu vidéo, de la pop culture mondiale. Tu ne le sais pas encore, Shigeru, mais tu t'apprêtes à emmener des millions de personnes avec toi dans ton rêve. Tu ne le sais pas encore, Shigeru, mais tu t'apprêtes à faire verser des larmes de joie, de tristesse, de nostalgie à des millions de joueurs. Et ça, jusqu'à la fin des temps. En fait, j'ai reçu ma Nintendo 64 en cadeau par un membre de ma famille qui avait acheté à l'époque la PlayStation 2 et qui ne se servait plus de sa Nintendo 64. Il me l'a offert avec dedans Ocarina of Time que j'ai tout de suite essayé. J'avais 7 ans à peu près. De base, ce qui m'a marqué, c'est le côté un peu monde ouvert. Enfin, même si là, maintenant, c'est un peu ridicule avec les jeux qu'on connaît actuellement. Mais c'est vraiment le côté où, à l'époque, moi, dans la partie de mon frère, il y avait Epona, enfin, il y avait le cheval. Du coup, déjà, le fait de pouvoir se balader à cheval, dans la plaine d'Hyrule et tout, je trouvais ça super cool. Et même de manière générale, le lore, je le trouvais super beau. Ocarina of Time, du souvenir que j'en ai, ça a été une expérience incroyable, j'ai adoré. Il y a la fin de l'arbre Mojo disparaît et que donc tu as accès au vaste monde d'Hyrule directement, tout ce côté de liberté, tout cet espace que procure le jeu, voilà, tout ça j'ai adoré avec cette espèce de sentiment de féerique qu'on retrouve vraiment dans toute la première partie du jeu. Tu sais que j'ai effacé sa partie du coup en ne sachant pas lire, je me suis fait défoncer. Erreur quoi. C'est vraiment le maître mot en fait de la nostalgie que je ressens quand j'entends parler de Ocarina of Time, c'est vraiment cette espèce de féerie. C'est un jeu qui m'a tellement marqué que je le refais, enfin j'avais une tradition qui était de le refaire quasiment tous les ans. Je suis resté bloqué pendant un long moment dans un des temples et je crois que c'était le temple de l'eau, ouais, mais j'en suis plus si sûr. Mais ouais. Le 23 juin 1996 sort au Japon la toute nouvelle console de salon de Nintendo, la Nintendo 64, avec en jeu de lancement Super Mario 64. Et ce jeu, pareil, c'est une révolution, c'est un carton planétaire. La transition de la 2D à la 3D est assurée avec brio. Tous les concurrents, Sony, Ubisoft, vont directement se calquer sur le modèle de Nintendo. Miyamoto, mais franchement, ce mec, c'est un monstre. Vous vous rendez compte en quelques années ce qu'il a fait? Genre, moi personnellement, en tout cas, ça me fascine. Il est sur une autre planète. Le bébé de Shigeru, Mario, est magnifique en 3D. Donc maintenant, si on s'occupait de l'autre enfant. Ainsi, 2 ans après la sortie de Mario 64, Nintendo délivre son 5e opus de la saga The Legend of Zelda. Le jeu qui, comme je l'ai dit précédemment, est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand, le meilleur jeu de tous les temps, The Legend of Zelda, Ocarina of Time.
de Zelda. Est-ce que toi aussi tu le ressens? Ce frisson de nostalgie, les larmes aux yeux qui montent, la gorge serrée, tes souvenirs les plus enfouis au fin fond de toi qui reviennent à la surface et se fracassent dans ton esprit. Tu te rappelles la première fois que tu as vu cet écran titre et que tu étais à des années-lumière d'imaginer l'aventure que tu allais vivre. Rien que d'en parler, j'ai des frissons partout. Le développement d'Ocarina of Time a débuté en 1995, peu après la sortie de Link to the Past et Link's Awakening. Shigeru Miyamoto a dirigé l'équipe, tandis qu'un petit nouveau va faire son apparition et rejoindre l'équipe de développement, un certain Eiji Aonuma, en tant que concepteur de donjons. Retenez très bien le nom de ce mec, on va en parler, et on va en parler beaucoup. L'équipe s'est inspirée de Super Mario 64, le premier jeu 3D majeur de Nintendo donc, mais a dû relever des défis uniques. Contrairement à Mario, qui met l'accent sur l'exploration et le saut, Zelda Ocarina of Time nécessitait des combats, des énigmes et une narration plus poussée. Miyamoto voulait que le joueur se sente immergé dans un monde vivant. Il a insisté pour inclure un cheval qui porte le nom d'Epona. Epona, c'est petit cœur, ça, c'est notre Epona, ça, pour faciliter les déplacements dans Hyrule. Une innovation majeure dans l'industrie du jeu vidéo qui vient tout droit d'Ocarina of Time a été le système du Z-targeting, c'est-à-dire de verrouiller une cible pendant les combats contre des ennemis. Conçu pour rendre les combats 3D intuitifs, inspiré par le comportement des spectacles de kabuki où les acteurs se concentrent sur un point fixe. Cette mécanique permet aux joueurs de verrouiller un ennemi ou un objet avec un bouton, simplifiant le mouvement de l'attaque. Navi. Je comprends pas pourquoi tout le monde la déteste. Ok, elle est chiante avec ses... Watch out! Watch out! Listen! Listen! Ok, mais ça la rend attachante. Mon avis, je la kiffe parce que c'est Ocarina of Time en vrai, tout simplement. Plus de 120 personnes ont travaillé sur le jeu. Une équipe gigantesque pour l'époque, quasiment du jamais vu. J'ai des milliers de souvenirs sur ce jeu, mais mes plus précis sont ceux où je regardais mon grand frère jouer en 2002. J'étais un tout petit garçon, assis par terre à côté de lui, en suçant mon pouce dans notre maison de campagne familiale, sur une gigantesque télévision carrée. Et par la suite, j'ai poncé ce jeu des dizaines de fois. J'ai passé des heures incalculables sur ce jeu. Mais c'est en tant que spectateur, donc la première fois que j'ai découvert ce jeu, que mes souvenirs sont les plus précis. Alors, ce jeu légendaire, de quoi il parle? L'histoire se déroule dans le royaume d'Hyrule. Le joueur incarne Link qui est chargé par l'arbre Mojo, le gardien protecteur de la forêt Kokiri, le peuple des forêts, de sauver le monde d'une terrible menace. Et cette menace n'est autre que Ganondorf. Ganondorf est la version humaine du démon Ganon, qu'on a vu dans les opus précédents. Première fois qu'il a une apparence humaine dans un Zelda donc. Ganondorf est le roi des Gerudo, une tribu du désert composée principalement de femmes, avec un homme né tous les 100 ans. Il est avide de pouvoir et cherche par tous les moyens de s'emparer de la Triforce. Dans Ocarina of Time, Ganondorf manipule et trahit le royaume d'Hyrule pour accéder à ce pouvoir. Seulement la destruction une fois qu'il devient le seigneur du malin. Link, accompagné de sa nouvelle compagnon de route, une petite fée nommée Navi, envoyée par l'arbre Mojo, se réveille et parle à sa copine dénommée Saria, une Kokiri qui lui dit que l'arbre sacré l'attend. Mais l'accès à l'arbre est gardé par un petit connard qui veut pas nous laisser passer sans bouclier ni épée. Ah là là, je me rappelle quand je jouais petit à ce moment-là, j'étais tout le temps bloqué. La raison, c'est parce que je savais pas lire, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Du coup, moi j'essayais de l'éviter, je l'esquivais comme ça et ce petit bâtard ne me laissait pas passer. J'étais fou, je comprenais rien, genre. J'appuyais sur les boutons pour passer les dialogues, et du coup je pleurais, je disais à mon grand frère, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je savais juste pas lire, moi, je pigeais rien. Après s'être fait rouler sur la gueule par des gros rochers, et le bouclier et l'épée en notre possession, cette musique mythique sera un thème récurrent dans tous les Zelda quand on ouvrira un coffre contenant un objet spécifique. On va voir le vieil arbre qui nous dit qu'une malédiction le ronge de l'intérieur et nous demande d'entrer dans lui pour voir quel grabuge s'y trame. On entre et là... Regardez comment c'est magnifique. Oui, d'accord, ces graphismes sont franchement moches aujourd'hui, assez vieux du moins. Mais vous imaginez à l'époque la révolution que c'était? Nous voilà donc dans le premier donjon du jeu, rempli d'énigmes à résoudre, d'ennemis à combattre, des objets à obtenir, la carte et la boussole pour se repérer dans le donjon. Un donjon fidèle au précédent jeu de la licence quoi. Mais cette fois-ci, c'est en 3D et c'est dingue. Une fois le donjon parcouru, on arrive dans la salle du premier boss du jeu, une gigantesque araignée plus ou moins nommée Goma. C'était donc ça, la malédiction du vieux tronc d'arbre. On lui fume la gueule, on récupère un réceptacle de cœur et on se casse. Il nous donne une mystérieuse pierre ancestrale, l'émeraude Kokiri, et nous sommes de parcourir Hyrule pour en récupérer les deux autres pour accéder au temple du temps, protéger la Triforce, puis il meurt. On quitte la forêt Kokiri, direction Hyrule, et on se fait arrêter par notre ami Saria qui nous souhaite un bon voyage et qui nous offre un mystérieux instrument, un ocarina, qui nous servira plus tard. Cette fois-ci, c'est la bonne. On quitte la forêt et nous nous retrouvons dans la plaine d'Hyrule.
regardez ça, l'aventure commence, ça y est, c'est parti. Imaginez à l'époque ce que c'était, cette révolution en termes d'exploration, cette liberté totale laissée aux joueurs. Évidemment, aujourd'hui avec tous les jeux open world, c'est devenu banal, classique, mais à l'époque, c'était la première fois qu'un jeu proposait ça. Allez, fini de parler, on y va et oh putain, pas lui, pas le hibou. Je m'adresse aux joueurs qui connaissent le jeu. Vous aussi, hein, vous aussi vous êtes fait avoir plein de fois par ce gros pigeon pas beau qui, quand il te demandait si tu avais compris ce qu'il te racontait, dans la précipitation, tu appuies vite sur les boutons pour passer les dialogues. Et là, bam, tu appuies sur le bouton non, alors que tu voulais dire oui. C'est des petits bâtards Nintendo. C'est trop fort, je trouve, de se moquer des joueurs, de les titiller comme ça. Blague à part, ce hibou, Kaepora Gabbara, nous conseille de nous rendre dans la citadelle d'Hyrule, plus particulièrement dans le château pour rencontrer la princesse Zelda. C'est parti, on s'y rend. La plaine d'Hyrule s'étend devant nous. Et cette musique, putain, cette musique. On entre dans la citadelle, la musique est merveilleuse, on se balade, on flâne, on parle avec les habitants, et on se rend au château, on évite les gardes, on se cache et enfin on rencontre la seule, la plus belle, Zelda. Cette dernière révèle sa vision prophétique. Ganondorf, roi des Gerudo, veut conquérir Hyrule en s'emparant de la Triforce. Elle demande l'aide de Link pour rassembler les pierres ancestrales afin de protéger la Triforce avant que Ganondorf ne l'obtienne. Oui, on le savait déjà. Sa nourrice, une certaine Impa, nous sommes d'aller au village Cocorico, son village natal, afin d'accéder au mont du Péril. C'est là que se trouverait la deuxième pierre ancestrale. On se rend dans ce village paisible avec cette musique connue de tous les joueurs qui est juste... écoutez, juste écoutez. Et c'est signé Koji Kondo une fois plus, mesdames et messieurs. Dans la montagne du Péril, Link aide les Gorons, une tribu de mangeurs de roches, à résoudre une crise alimentaire. Leurs cavernes sont infestées par des créatures envoyées par Ganondorf. Le chef très charismatique, Darunia, est dévasté par la situation. Et pour aller mieux, il veut danser sur une musique qui vient de la forêt. On retourne dans la forêt Kokiri, et plus particulièrement dans les bois perdus. Messieurs, dames, musique! Ah là là, on s'est tous perdus de longues minutes dans ces bois perdus, n'est-ce pas? Moi les je faisais exprès de me perdre juste pour écouter la musique en boucle. On retrouve notre copine Saria et on apprend à l'ocarina un nouveau chant. On repart voir le chef des Gorons et on le fait danser. J'adore cette séquence. C'est ça qui est merveilleux. Les énigmes à résoudre, tout a un sens, tout s'emboîte parfaitement. On est qu'au début du jeu et regardez tout ce qu'on a accompli. Et la façon dont on l'a accompli. Et puis les personnages, on s'attache déjà à eux, on a envie de les aider. On se rend dans le deuxième donjon aux allures très volcaniques. Qu'est-ce que mon frère avait galéré, je m'en rappelle. Il se faisait cramer son bouclier en bois à chaque fois. Après avoir vaincu le roi Dodongo, le deuxième boss qui est tout baisé de la tête avec une musique incroyable, le chef d'Arunia est content et offre à Link le rubis Goron. Ça nous fait donc 2 pierres en notre possession, plus qu'une. On se rend dans une autre région d'Hyrule, direction le domaine Zora, un peuple amphibien. Link découvre par le roi Zora... Tu l'as, pas vrai? Ce gros bâtard qui prenait des plombs à se déplacer là. Le roi nous apprend que la princesse Ruto a disparu dans le ventre de Lord Jabu Jabu, une divinité aquatique. Après avoir exploré l'intérieur de cette créature tellement stylée, le donjon, c'est les entrailles d'un gigantesque poisson. C'est tellement original. Link sauve Ruto qui lui offre le saphir Zora par reconnaissance et sous-entend par là un engagement matrimonial selon les traditions Zora. C'est sa meuf quoi. Avec les 3 pierres ancestrales, Link retourne au château d'Hyrule. Mais il arrive trop tard. Ganondorf a lancé un coup d'état. Zelda, accompagnée de son protecteur Impa, s'échappe à cheval, laissant derrière elle l'Ocarina du Temps. Surprise, Ganondorf, devant nous, en chair et en os, dangereux, puissant, méchant, il nous fait face avec cette musique aussi maléfique que lui. Link récupère l'ocarina et apprend une mélodie sacrée pour accéder au temple du temps. Et l'ocarina de Saria, notre meilleur ami Kokiri, eh ben on s'en fout, on l'abandonne, on le jette, on en a rien à foutre. Après tout, c'était qu'un simple ocarina pourri que notre meilleur ami nous a offert, hein. Dans le temple du temps, Link utilise les pierres ancestrales et l'ocarina du temps pour ouvrir la porte du temps. Trop de temps ici. Il trouve l'épée de légende, la Master Sword, la fameuse...
tirant du piédestal, il déclenche un piège. Ganondorf, qui suivait ses mouvements, entre dans le Saint Royaume et s'empare de la Triforce. Link, quant à lui, est scellé dans un sommeil mystique pendant 7 ans, car il était trop jeune pour être le héros prophétisé. À son réveil, il est adulte et il découvre un Hyrule plongé dans les ténèbres sous le règne de Ganondorf. Tout n'est que chaos et désolation partout. La citadelle est en ruine, le majestueux château d'Hyrule est transformé en un château sombre aux allures démoniaques. Ça m'effrayait quand j'étais petit, avec les effrois, des sortes de zombies là. On quitte le château et on se fait interpeller par un mystérieux individu, appelé Sheik, qui nous explique plusieurs choses, pourquoi on est ici, où est-ce qu'on doit aller, etc. Link part donc explorer Hyrule pour libérer les temples et réveiller les sages. Chacun des temples est un lieu sacré, corrompu par les forces de Ganondorf. Et c'est là que personnellement, avec mon grand frère, on s'est dit que cette fois-ci, ça y est. La véritable aventure commence. Mais plus un enfant, on est un Link charismatique, adulte, mature, sombre, froid. C'est juste colossal la durée de ce jeu. On peut plus reculer cette fois-ci. C'est une affaire personnelle en tant que joueur. On doit libérer Hyrule, on doit affronter Ganondorf, on n'a plus le choix. On se balade dans Hyrule adulte, on résout plusieurs mini-quêtes, on récupère notre jument Epona pour pouvoir nous déplacer aisément dans la plaine d'Hyrule. Le sentiment de liberté est juste total et jouissif. On se rend dans la forêt Kokiri qui a bien changé. Des monstres l'ont envahi. On se rend dans les bois perdus à la recherche du temple de la forêt, bien gardé par des monstres qui t'attaquent par surprise dans des étroits couloirs et qui poussent des cris terrifiants. On recroise le mystérieux Sheik qui nous apprend une mélodie à l'ocarina, le menuet des bois, qui est magnifique d'ailleurs. Cette mélodie nous permettra de nous téléporter à notre guise devant le temple de la forêt. Super, bien pratique ça. Et avant chaque temple, ce sera pareil. On croisera Sheik qui nous apprendra une mélodie pour nous téléporter. On rentre dans le temple et là... C'est glauque, c'est oppressant. Quand j'écoute cette musique, j'ai l'impression que quelqu'un me poursuit, me regarde, m'observe dans tout le temple. C'est tellement oppressant. Ça m'avait effrayé cette ambiance quand j'étais petit. C'est pas un jeu pour les enfants, Zelda. Clairement pas. On parcourt le temple, on récupère un arc et on arrive au boss du temple qui n'est autre que... Ganondorf? Quoi? Déjà? Le boss final du jeu? Ah mais non, ça va, c'est que son fantôme. On lui fume sa tente et on récupère le premier médaillon du pouvoir et on libère le premier sage qui n'est autre que Saria, notre vieille copine là. Les monstres disparaissent de la forêt, qui retrouvent la paix et la sérénité. On a rapporté la paix dans un lieu, on a chassé les ténèbres. Et ça va être comme ça tout le jeu? Mais moi j'en veux de ça, je signe. Direction le deuxième temple au mont du péril, qui est en éruption cette fois-ci. Le village Cocorico est plongé dans les ténèbres. Une fois rendu au village Goron, il n'y a personne, c'est totalement désert. Mis à part un petit Goron qui nous informe que tous les siens sont retenus captifs dans le temple du feu par un dragon féroce lâché par Ganondorf, nommé Volcania. Le Goron nous file une tunique rouge qui permet de résister aux flammes. Waouh, mais la hype elle monte là. On va affronter un dragon. Je me rappelle mon grand frère, mais il était trop excité. Moi j'étais petit, je comprenais rien. On va affronter un dragon. On y va là, le temple du feu là. On entre dans le temple et l'ambiance est chaude, volcanique. Et cette musique, oh là 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 là, cette musique. Je me rappelle avec mon grand frère, quand on était dans ce temple, on jouait très souvent dans sa chambre, dans notre maison de campagne, mais aussi sur la télévision principale du salon, à Paris. Et ma mère, elle en pouvait plus de cette musique entêtante, inquiétante à la fois. Elle nous disait, quand est-ce que vous partez de cet endroit là? On n'en peut plus, c'est précis. Koji Kondo est juste, j'ai pas de mots. Il arrive à créer une ambiance différente pour chaque lieu. Enfin, je veux dire... La musique du Temple du Feu, c'est une évidence que ce soit cette musique, n'est-ce pas? D'ailleurs, une anecdote très intéressante, mais de base, cette musique ne devait pas être comme ça. Je vous fais écouter la musique qui devait être utilisée à la base dans la toute première version du jeu, mais qui a ensuite été censurée, et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Vous captez un peu? La musique originale fait clairement allusion à des chants religieux, des prières islamiques. À la sortie du jeu au Japon, plusieurs associations religieuses n'ont pas du tout aimé, ont donc exigé que Nintendo retire cette musique, qui sera donc remplacée par celle que l'on a écoutée tout à l'heure. Il y va de même pour plusieurs autres choses durant toute l'aventure. Link est confronté à de gigantesques blocs en pierre qu'il doit pousser pour se frayer un chemin. Le symbole qui est inscrit dessus est celui du peuple Gerudo, le peuple du désert, rappelez-vous, qu'on rencontrera plus tard d'ailleurs. Et pareil, dans la même première version du jeu, voilà quel était le symbole à l'origine, l'étoile et le croissant. Évidemment, cela n'a pas trop plu à la communauté musulmane, et donc les symboles ont été censurés et remplacés. On finit le temple, on libère tous les Gorons et on affronte le dragon Volcania dans un combat plus qu'épique.
On récupère le médaillon de feu de la part du deuxième sage, Darunia, le chef des Gorons. La paix est rétablie dans la région et le mont du péril cesse son activité volcanique. Pour le troisième médaillon, direction le domaine Zora, qui est gelé, désert, tous les Zoras sont pris au piège sous la glace. Et le lac Kylia est asséché, l'œuvre d'un monstre qui sommeille dans le temple de l'eau, l'œuvre de Ganondorf. Il a vraiment foutu le sbeul partout, lui. On se rend dans une caverne glacée pour récupérer des bottes de plomb pour pouvoir marcher sur l'eau. Et le roi Zora, qu'on a réussi à libérer de la glace, nous donne la tunique Zora, qui nous permet de respirer sous l'eau. Direction le troisième temple, le temple de l'eau. Saperlipopette. Pour ceux qui ne connaissent pas Ocarina of Time, mesdames et messieurs, ce donjon a traumatisé des centaines, que dis-je, des milliers de joueurs. Il est considéré encore aujourd'hui comme l'un, si ce n'est le temple le plus dur de tous les jeux Zelda confondus. C'est un véritable labyrinthe, rempli de casse-têtes, des allers-retours incessants dans le menu d'inventaire pour activer les bottes de plomb, pour aller sous l'eau, les enlever quand on était à la surface, parce que sinon on avance lentement. Nintendo s'est ri de nous. Nintendo a pris un malin plaisir à torturer ses joueurs. C'est un enfer. Qu'est-ce que mon grand frère avait galéré à l'époque. Des jours entiers, il me semble, pour en venir à bout. On vient enfin à un bout du temple et on affronte le boss, Morpha, une sorte d'anguille aquatique. Ruto nous offre son pouvoir. Le lac Hylia se remplit d'eau, la région retrouve sa paix. Allez, on enchaîne. On se rend au village Cocorico, on retrouve notre pote Sheik qui se fait fumer sa tente par un monstre invisible qui s'échappe du puits. Pour y accéder, on entreprend plusieurs actions, dont une qui a son importance, revenir à notre âge d'enfant. Pour cela, il faut se rendre au temple du temps et reposer l'épée de légende. On pouvait faire cela bien avant dans le jeu, mais j'en parle que maintenant car c'est indispensable pour la quête principale. C'est un élément clé, le temps. Revenir dans le passé, le présent. Ils aiment bien ça dans les Zelda Nintendo. Jouer avec le temps, deux mondes parallèles, et vous verrez que dans tous les jeux de la licence, c'est un thème qui reviendra très souvent. Le temps, les ténèbres, la lumière. Une fois enfant, on peut accéder au puits et l'ambiance est terrifiante. J'étais terrorisé quand j'étais petit. Je faisais des cauchemars. C'est sombre, c'est le chaos. La musique est oppressante. On affronte des ennemis, dont un mini-boss appelé un poignant, qui est horrible. Regardez-moi cette merde comme il est atroce, recouvert de sang. Et en plus, mais pour votre couvert, messieurs dames, mais le poignant est le seul ennemi qui, quand tu le tues, contrairement à tous les autres ennemis du jeu qui eux explosent entre guillemets, et bah lui, il disparaît pas tout de suite, mais gigote encore au sol, agonisant. Bon, il y a aussi les effrois aussi, c'est les monstres un peu zombies, c'est vrai. Une fois qu'on a vaincu cette monstruosité, on récupère un objet spécial, le monocle de vérité. Un objet qui nous permet de voir certaines choses invisibles à l'œil nu. Pratique pour pouvoir rejoindre le prochain temple, le temple de l'ombre. Une fois redevenu adulte, on se rend dans ce temple qui est aussi angoissant que le puits. C'est la même ambiance, aux allures de prison, avec des salles de torture, d'exécution, des monstres horribles, des visages sur les murs. Une théorie très intéressante et fiable sur Ocarina of Time est que le temple de l'ombre est une gigantesque prison de la famille royale d'Hyrule pour torturer, persécuter et exécuter le peuple Sheikah pendant l'ancienne Grande Guerre. Qui sont les Sheikah? Ils sont le peuple de l'ombre, qui autrefois servait la famille royale et qui pour certains auraient été des traîtres, des sbires au service du Seigneur des Ténèbres, Lord Voldemort. Quoi? Qui c'est qui a écrit le texte? C'est moi. Des sbires au service de Ganondorf. Et cette théorie fait tout à fait sens quand on analyse bien. Les guillotines, les squelettes un peu partout, les effrois, les gypdos. C'est tellement glauque quand on y pense. On arrive au boss, qui est un de mes préférés du jeu, voire de la licence, Bongo Bongo. Tellement stylé, un gigantesque monstre invisible à l'œil nu donc, et on doit le fumer à l'aide de notre arc et de notre monocle de vérité. Une autre théorie est que le boss était en réalité lui-même un Sheikah qui a été exécuté, ses mains ont été sanctionnées, sa tête décapitée, et ça fait sens. Et que le monocle de vérité qu'on a obtenu juste avant soit en fait son œil qui a été modélisé en artefact pour pouvoir connaître la vérité. Est-ce que Bongo Bongo a été exécuté parce qu'il voyait des choses que la famille royale ne pouvait pas voir? Des théories comme il y en a des centaines dans l'univers de Zelda. On le fume, on récupère le médaillon laissé par Impa, la nourrice Sheikah de Zelda qui était une sage elle aussi, et on se rend en direction la dernière région, le dernier temple du jeu chez le peuple du désert, les Gerudo. Je sais que je parle beaucoup de musique ici, mais je vous avais prévenu, c'est capital. Je m'adresse aux joueurs d'Ocarina of Time, mais je ne sais pas vous, mais à chaque fois je ressens un grand sentiment de nostalgie quand je suis à cette partie du jeu, avec cette musique. On sait que bientôt c'est la fin, on y est presque. Ça y est, on a hâte du dénouement final. Mais d'un côté, non, on veut pas. On veut pas que ça se finisse.
C'est impensable de quitter cet univers. Après avoir résolu plusieurs quêtes, comme avoir infiltré la forteresse Gerudo, libéré des charpentiers captifs, traversé le désert et des tempêtes de sable, on arrive au dernier temple, le temple de l'esprit. Mauvaise surprise, on se rend compte que la seule façon de progresser dans ce temple est par des petits tunnels étroits où seul un enfant peut y accéder. On redevient enfant, on retourne au temple de l'esprit et on croise la chef Gerudo, une certaine Naboru, qui nous somme de récupérer des gantelets en argent capables de pousser des charges très lourdes. On explore le temple, on s'empare des gantelets, et quand on s'apprête à rejoindre la Gerudo, on remarque que cette dernière se fait capturer, ensorcelée par de mystérieuses sorcières. On a plus rien à foutre ici étant enfant. On redevient adulte et on poursuit notre progression en possession des gantelets en argent cette fois-ci. Et on obtient un bouclier miroir, qui est méga classe, je trouve, et qui nous permet de réfléchir à la lumière sur les objets, des murs, etc. Pratique pour la progression dans le temple. On arrive dans la salle du boss et on retrouve les vilaines sorcières nommées Kume et Kotake, qui étaient en vérité les nourrices de Ganondorf quand il était enfant, avec une musique incroyable, qui m'a profondément marqué et qui représente bien la dualité, mais en même temps la complémentarité entre les deux sorcières, feu et glace, avec les flûtes qui semblent se répondre et qui jouent en harmonie. J'adore cette musique, elle m'a profondément marqué durant toute mon enfance. On affronte leur serviteur, un H-Viande qui était en vérité Naboru, ensorcelé. On arrive dans une autre salle, on les affronte dans un combat épique, et une fois vaincus, cette dernière disparaît en se chamaillant. Le tout dans une cinématique vraiment amusante et bien trouvée, je trouve. Et puis c'est le seul boss du jeu qui a une personnalité, qui parle, si je puis dire. Naboru, qui est devenu sage de l'esprit, nous confie son pouvoir. Cette fois-ci, ça y est, nous avons en notre possession les 6 médaillons. Nous pouvons enfin affronter Ganondorf. La fin est proche. On se rend au temple du temps où Sheik nous attend et surprise! C'était en réalité la princesse Zelda, cachée, dissimulée sous ce déguisement depuis tout ce temps pour se cacher de Ganondorf. Nous découvrons également que la princesse possède l'un des 3 fragments de la Triforce de la sagesse. Elle nous confie des flèches de lumière capables de vaincre le mal, en l'occurrence Ganondorf, et se fait capturer, enfermée dans un gigantesque cristal par ce dernier qui a maintenant en sa possession 2 fragments de Triforce. Il nous défie de la libérer dans le château. C'était donc un piège! On se rend devant le château de Ganon à l'apparence démoniaque. Et ce que je trouve génial, c'est que rappelez-vous, comme je vous l'avais dit en intro, c'est le premier lieu où mon frère s'est rendu lorsqu'il a obtenu le jeu, sans savoir quoi faire. Et c'est le dernier lieu où il se trouve. La boucle est bouclée. Les 6 sages font apparaître un gigantesque pont qui nous permet d'accéder à l'entrée du château. On arrive dans la dernière partie du château, de gigantesques escaliers, et on entend en fond sonore le thème du grand vilain, le thème de Ganondorf, joué à l'orgue. Ça y est, une aventure épique, l'aventure de toute une vie, s'apprête à se terminer juste devant nos yeux à moi et mon grand frère. Les frissons, la nostalgie, la hâte du dénouement se mélangent. On ouvre la dernière grosse porte, et un plan magnifique, presque cinématographique, nous laisse apparaître cette gigantesque salle, avec Ganondorf qui se tient dos à nous, en train de jouer son propre thème. Mais c'est tellement badass. L'antagoniste du jeu, le boss final, joue son propre thème à l'orgue. Tellement classe de la part de Nintendo de faire ça, je trouve. C'est chef-d'œuvresque. Le Seigneur du Malin est à 2 doigts seulement de s'emparer du pouvoir absolu. Le combat final contre Ganondorf, l'antagoniste du meilleur jeu de tous les temps, s'ouvre alors. Tout comme son fantôme précédemment dans le jeu, Link doit faire une sorte de tennis et lui renvoyer ses boules de pouvoir contre lui, puis lui décocher des flèches de lumière dans la gueule pour le mettre au sol, et enfin on peut lui assommer des coups à l'épée. Et cette musique! Ça y est, on l'a fumé. Est-ce qu'on a fini le jeu? Enfin? On l'a battu? Une anecdote qui est très intéressante également, c'est que dans la première version du jeu, une fois vaincu, Ganondorf crache du sang de couleur rouge, assez choquant pour un jeu Nintendo de l'époque. Les développeurs ont donc remplacé la couleur par du vert. Dans un dernier instant de haine et de colère, Ganondorf provoque l'effondrement du château avant de s'effondrer. Link, accompagné de la princesse, doit vite prendre la fuite. Une fois le château effondré, Ganondorf s'extrait des décombres et dans son dernier souffle de pouvoir se transforme en créature surpuissante, Ganon. Le grand Ganon, l'original du début de la série. Le combat est incroyable, la musique est épique.
Après des semaines, des mois de jeu, on y arrive. Et bim, on lui porte le coup de grâce. Ganon est vaincu, les sages scellent le seigneur du malin dans une dimension parallèle. Après des rudes combats, une aventure épuisante, Zelda et Link ont triomphé. Ils ont triomphé du mal qui régnait sur les terres d'Hyrule. Munis de l'ocarina du temps, Zelda demande pardon à Link de lui avoir volé son enfance, de lui avoir imposé ce tel fardeau de sauver Hyrule. Elle joue la berceuse de Zelda, nous renvoie dans notre époque. En fond du noir apparaît à l'écran. Une magnifique musique, à la harpe se fait entendre, et 2 mots apparaissent à l'écran. Shigeru Miyamoto. Assis par terre devant la grosse télé avec mon grand frère, nous étions sans voix pendant de longues minutes. Les crédits qui défilent devant nous, avec des images de tous les endroits qu'on a parcourus en Hyrule. Mon frère, avec encore sa voix d'enfant, tremblotante, les larmes aux yeux, me dit « C'est fini ». Le générique de fin se poursuit. Tous les peuples d'Hyrule font la fête et dansent ensemble, célèbrent la paix. On a réussi, putain. On a sauvé Hyrule. Link dépose la Master Sword. Il redevient cet enfant que nous étions en début d'aventure en tant que joueur. Navi, notre compagnonne de route, depuis le tout premier moment de l'aventure. Sa mission accomplie, nous laisse et s'envole vers la fenêtre du Temple du Temps. Cette fois-ci, ça y est. Ma question est la suivante. Comment tu peux te remettre d'un jeu comme celui-ci, aussi bien écrit, aussi profond dans l'histoire? Alors oui, ceux qui ne connaissent pas la licence peuvent trouver que ce jeu est vieillot, voire kitsch. Et en toute honnêteté, ce n'est pas forcément le premier jeu Zelda que je conseillerais à quelqu'un qui découvre la licence. Ou du moins, pas la version Nintendo 64, mais la version 3D. Un remake graphique sorti en 2011 sur la 3DS. Et encore, mais ça on en parlera plus tard également. Alors oui, avec un peu de recul, ce jeu n'est pas parfait. Il y a des petits défauts. Même le chef-d'œuvre du jeu vidéo en a un. La plaine d'Hyrule peut sembler excessivement vide. En dehors des quêtes principales et secondaires, les PNJ manquent souvent de profondeur ou d'impact narratif. Bien que mémorables, certains boss sont jugés trop simples une fois leur point faible découvert. Et le jeu, qui dans la globalité n'est pas si difficile, a en plein milieu un immense pic de difficulté qu'est le Temple de l'eau, pour ensuite redevenir abordable pour tous les joueurs. Mais imaginez, à l'époque, en termes de narration, de gameplay et d'exploration, c'était du jamais vu, c'était incroyable. Le succès est triomphal. Ocarina of Time a été le jeu vidéo le plus vendu en 1998, avec environ 2,5 millions d'exemplaires vendus dans les premières semaines. Beaucoup de joueurs ont été émerveillés par la profondeur de l'histoire, l'attachement aux personnages comme Link et Zelda, et la sensation d'être plongé dans un monde vivant et magique. Les mécaniques de gameplay, comme l'utilisation de l'ocarina pour résoudre des énigmes, ont marqué les esprits. Le jeu a reçu une note parfaite de nombreux médias. 40 sur 40 dans Famitsu, 10 sur 10 chez IGN. Il a remporté de nombreux prix, dont le jeu de l'année en 1998 et meilleur jeu vidéo de tous les temps dans plusieurs classements ultérieurs. Miyamoto a par la suite avoué que le développement d'Ocarina of Time était l'un des plus difficiles qu'il ait supervisé. Il a souvent décrit Ocarina of Time comme un projet personnel. Il voulait que le joueur ressente une véritable aventure, comme s'il explorait un monde réel rempli de mystères. Ce dernier a exprimé sa gratitude envers les fans et son équipe. Il a aussi souligné qu'il voyait Ocarina of Time comme une base pour les futurs jeux Zelda. Il aurait dit: nous avons jeté les bases d'un monde où Link peut vraiment exister. Maintenant, l'objectif est de continuer à développer cet univers. Ce jeu m'a profondément marqué. C'est le premier jeu Zelda qui est entré dans ma vie. Et je n'ai pas peur de dire qu'il fait partie de moi, de mes inspirations, de mes évasions. Il m'arrive encore d'y rejouer de temps à autre et de me refaire l'aventure. Shigeru Miyamoto a créé un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre. L'inspiration pour des centaines de jeux vidéo qui suivront par la suite. Et comme il l'a dit, maintenant, l'objectif est de continuer à développer cet univers. Le jeu Zelda qui m'a le plus marqué, qui a vraiment le plus changé un peu ma vision de certaines choses, c'est vraiment Majora's Mask. Et c'est marrant parce qu'au début c'était Ocarina of Time pendant longtemps, mais en fait Majora's Mask, je trouve que c'est un jeu hyper intéressant parce que je l'ai découvert jeune, du coup à peu près, il est sorti 1 an après Ocarina of Time, donc à peu près dans ses 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Majora's Mask, l'expérience par contre a été totalement différente. Là, c'est plutôt l'angoisse que j'ai ressentie. J'y ai joué en étant jeune, hein, donc forcément, l'espèce d'atmosphère a été assez pesante. J'y ai moins joué qu'Ocarina of Time et j'ai peut-être moins apprécié l'expérience, mais ça a été quand même quelque chose qui m'a marqué. Et en fait, à ce moment-là, j'étais trop jeune pour un peu comprendre la profondeur du jeu, et en ayant rejoué du coup à Majora's Mask plus âgé, certes, c'est un jeu qui est un peu plus sombre, on va dire, qui est un peu plus dark, mais je trouve qu'en termes de profondeur
profondeur de l'histoire, etc., ça va du coup beaucoup plus loin. On a des histoires qui sont beaucoup plus profondes. Un été, je vais chez ma grand-mère et je vois la GameCube à laquelle je joue, à Tony Hawk Pro Skater, SSX, tout ça, tous les vieux jeux Nintendo exceptionnels. Et je me dis, putain, j'aimerais bien faire un Zelda, mon jeu d'aventure où il se passe des choses, où t'as des quêtes qui va me prendre les 2 semaines où je suis chez mamie, quoi, tu vois. Et du coup, je dis à ma grand-mère, vas-y, on va à Cash Converter. Et là, je vois le pack avec du coup Zelda 1, Zelda 2, Ocarina of Time et Majora's Mask. Du coup, j'ai tout de suite joué à Majora's Mask. Il m'a marqué ce jeu. Je me souviens avoir passé longtemps à jouer à ce jeu, enfin pendant toute une période de vacances. Qu'après, j'ai écouté les musiques en boucle. Qu'aujourd'hui, dans ma manière de composer, je fais des refs indirects à Majora's Mask. Je sais que ça a complètement influencé ma manière de composer. C'est indirect, mais Inconsciemment. voilà, inconsciemment, il y a énormément de choses qui m'ont influencé musicalement, évidemment. Il y a vraiment dans cet opus-là, en tout cas, une sensation de rêve. Il y a une sensation hors du temps. Après le succès monumental de Ocarina of Time, Miyamoto souhaitait capitaliser sur ce succès en réutilisant le moteur 3D et les assets du jeu pour créer un nouveau Zelda rapidement. Cependant, plutôt que de produire un simple spin-off ou une expansion, l'équipe a choisi de concevoir un jeu entièrement nouveau, avec des mécaniques et une ambiance distincte. L'équipe de développement était plus petite que celle d'Ocarina of Time. Eiji Aonuma, vous vous rappelez, c'était le mec qui s'occupait de la conception des donjons. Et bien ce dernier a été promu directeur du projet, sous la supervision de Miyamoto. Miyamoto a donné un délai d'1 an seulement pour concevoir le jeu. Un délai extrêmement court pour un jeu de cette époque, et surtout pour un Zelda. En l'an 2000, après 1 an de travail très acharné, Nintendo sort son deuxième Zelda 3D, qui aura eu un succès assez timide à sa sortie, mais qui connaîtra un succès colossal chez la presse et dans le cœur des fans. Il sera vu comme un incontournable de la série, un classique, un chef-d'œuvre également, et comme le Zelda préféré de beaucoup de joueurs, The Legend of Zelda Majora's Mask. Il y a quelque chose au fur et à mesure du jeu qui est de plus en plus bresson. L'ambiance devient de plus en plus pesante. Au début, tu te dis juste, ouais, c'est qui le Guitou avec son masque? Et petit à petit, tu te rends compte que c'est pas le Guitou, que c'est le masque le problème et que voilà, enfin de ce dont je me souviens. Le vendeur de masques, il est assez nice. À un moment, il se vénère contre moi, je sais plus pourquoi, parce que je crois soit on perd un masque, soit on n'a pas réussi à retrouver un truc, enfin, je sais plus. Et il nous pète un câble dessus, il nous secoue. La scène, elle est terrifiante en vrai. Et ça, pareil, ça m'a marqué, tu vois. Je me dis, un enfant un peu trop jeune devant Majora's Mask, il peut faire des cauchemars. Après les événements d'Ocarina of Time, Link quitte Hyrule à cheval sur Epona pour une quête personnelle, cherchant une amie perdue, généralement interprétée comme Navi, la fée qui l'accompagnait dans le jeu précédent. Alors qu'il traverse une forêt mystérieuse, Link est attaqué par Skull Kid, un être espiègle et malicieux accompagné par 2 fées, Taya et Tael. Skull Kid vole Epona et l'Ocarina du Temps, puis utilise le pouvoir d'un masque maléfique, le masque de Majora, pour transformer Link en peste mojo. Et se retrouve dans un monde parallèle appelé Termina, très différent de Hyrule. Ce mec-là, Skull Kid, il m'effrayait autant qu'il me fascinait quand j'étais enfant. Parce que oui, une fois de plus, j'ai découvert ce jeu avec, vous l'avez dans le mille, mon grand frère. Quelques années après Ocarina seulement, on y jouait beaucoup ensemble. Mais cette fois-ci, j'avais ma propre partie. C'était mon tout premier jeu Zelda auquel je pouvais jouer. Quelle fierté! Termina est un lieu étrange, où tout semble familier à Link, mais légèrement décalé. Les habitants ressemblent physiquement à des personnages de Hyrule, mais ils ont tous de nouvelles identités. La situation est critique. La lune, dotée d'un visage terrifiant, menace de s'écraser sur Termina en 3 jours, anéantissant tout. Cette catastrophe est causée par Skull Kid, sous l'influence maléfique du masque de Majora. Link rencontre bientôt un vendeur de masques itinérant qui explique que le masque de Majora est une relique ancienne et dangereuse. Ce dernier propose de redonner à Link son apparence normale s'il parvient à récupérer le masque avant la fin des 3 jours. Le gameplay repose sur un cycle temporel. Link dispose de 72 heures, environ 1 heure de jeu réel, avant l'apocalypse. Cependant, grâce à l'Ocarina du Temps, qu'il récupère auprès de Skull Kid après quelques quêtes en peste mojo dans la ville de Bourg-Clocher, Link peut ensuite retourner au premier jour, permettant ainsi de revivre ce laps de temps autant de fois que nécessaire, et récupère sa forme humaine grâce au vendeur de masques. Qui lui confie le masque Mojo, permet à ce dernier de se transformer à sa guise. Et
durant tout le jeu, Link récupérera 3 autres masques de ce type qui lui permettront de se métamorphoser en créatures qui peuplent Termina. Les mécaniques des masques, j'ai trouvé ça incroyable, c'est hyper ingénieux. Et je sais pas, le fait de pouvoir, du coup, dans plein de temples, en fonction des situations, utiliser tel ou tel masque, enfin, déjà, je trouvais ça ingénieux et hyper brillant. Que ce soit la peste Mojo, où il y a du coup tout ce gameplay un peu en hauteur qui est débloqué. Je me suis beaucoup amusée aussi en Goron, se balader dans Termina à fond les ballons, c'est quand même bien marrant. Chaque boucle réinitialise les événements de Termina, ce qui donne au jeu une structure unique, où le joueur doit résoudre des quêtes et manipuler les événements dans une chronologie en constante répétition. Cela introduit des éléments de stratégie, car certaines actions ne peuvent être accomplies qu'à des moments précis dans le cycle. Pour empêcher la lune de s'écraser, Link doit réveiller les 4 géants, les entités protectrices de Termina, en explorant les 4 régions principales. Les marais du sud, région marécageuse, où Link rencontre le peuple Mojo, il doit purifier le temple de Bois Cascade, corrompu par un monstre. Les monts enneigés, région glaciale, où Link aide les Gorons confrontés à un hiver éternel. Il récupère d'ailleurs le masque Goron, qui lui permet de se transformer en un puissant Goron, capable de se déplacer en roulant. La Grande Baie, région côtière, où Link rencontre les Zora. Il obtient le masque Zora, qui lui permet de nager et de combattre sous l'eau. Et enfin, le Canyon d'Ikana, région hantée, remplie de fantômes et de ruines anciennes. Cette zone est marquée par des thématiques de mort et de rédemption. Dans chaque région, Link doit explorer un donjon et vaincre un boss pour libérer un géant. Une fois les 4 géants libérés, 4 géants empêchent la lune de s'écraser. Après que Majora abandonne Skull Kid, le masque s'envole dans la lune elle-même, forçant Link à le poursuivre. L'intérieur de la lune est un endroit surprenant, un champ paisible et verdoyant avec un grand arbre en son centre. Des enfants portant des masques représentant les boss du jeu y jouent paisiblement, ajoutant une ambiance aurinique et troublante. Si Link a collecté tous les masques du jeu, les enfants lui offrent le masque du dieu démon, un artefact puissant qui transforme Link en une version surpuissante de lui-même pour le combat final. Combat contre Majora d'ailleurs, parlons-en. Le combat final se déroule en 3 phases, où le masque de Majora évolue en des formes de plus en plus grotesques et terrifiantes. Première phase, le masque flotte tout seul dans une pièce vide, utilisant des attaques magiques et invoquant les masques des boss pour combattre Link. Cette phase symbolise le masque en tant que simple artefact maléfique, mais animé par une force mystérieuse. Dans la deuxième phase, le masque se transforme en une figure humanoïde, mince et étrangement dansante. Cette phase est plus rapide et imprévisible, montrant une facette presque enfantine et chaotique de Majora. Ce comportement rappelle les caprices et l'immaturité de Skull Kid qui a été corrompu par le masque. Terrifiant, brillant de la part de Nintendo. Cette phase-là, elle m'a fait péter un câble quand j'étais petit. Et enfin, le sorcier Majora. La forme initiale est une créature musclée et monstrueuse, représentant la rage brute et incontrôlée de Majora. Cette phase est la plus intense, avec des attaques violentes et une vitesse accrue. Elle symbolise la destruction ultime que Majora souhaitait apporter à Termina. Une fois Majora vaincu, la lune disparaît et le monde de Termina est sauvé. Après avoir arrêté la chute de la lune, les 4 géants retournent à leurs régions respectives. Ils remercient Link de les avoir libérés et d'avoir sauvé Termina. Libéré de l'influence maléfique de Majora, Skull Kid, quant à lui, redevient l'enfant espiègle et solitaire qu'il était. Il s'excuse pour ses actions et se réconcilie avec les géants, ses anciens amis, en retrouvant enfin un sentiment d'appartenance. Ce moment est empreint d'une profonde émotion, montrant que l'amitié et le pardon sont au cœur de l'histoire. Après avoir sauvé Termina, Link quitte le monde comme il est venu, seul. Il ne reste pas pour la fête ou pour recevoir les honneurs. Une cinématique montre Link chevauchant Epona dans une forêt, retournant à ses propres aventures. Ce monde renforce l'idée que Link est un héros silencieux, toujours en mouvement et jamais totalement chez lui, dans aucun monde. Il s'agit de mon tout premier jeu Zelda que j'ai terminé tout seul, comme un grand. Il m'a profondément marqué, mais d'une force, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, l'aspect des 3 jours, c'est très bizarre, assez déroutant au début, et ça n'a pas manqué de gêner pas mal de joueurs d'ailleurs, moi y compris. Ce sentiment d'oppression, d'urgence constante, c'est une ambiance hyper lourde qui pèse sur le monde de Termina, sur le joueur. Le mauvais système de sauvegarde qui, contrairement au jeu précédent, n'est pas où on veut, quand on veut, le temps qui passe et qui donc nous pousse dans la précipitation, bien qu'il existe un champ à l'ocarina pour pouvoir le ralentir. Et j'étais super petit quand j'y jouais, j'avais 6-7 ans, pas plus, et c'est pas un jeu pour les enfants. Non, 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 non. Il doit y avoir énormément de théories sur Majora's Mask et surtout les Zelda de manière générale, mais celui-là tout particulièrement. Tout est étudié pour créer, j'ai l'impression, chez toi un sentiment de gêne et de je veux comprendre ce qui se passe, pourquoi la lune elle s'écraser sur la terre. Un film d'apocalypse en fait. Tu vois. La mort, la tristesse, la dépression, la panique est omniprésente partout dans ce jeu, à chaque recoin de Termina. Il y a une immense théorie qui est connue sur ce jeu et c'est sûrement l'une des plus connues de tous les Zelda confondus. Les fans la connaissent forcément, donc je vais rien vous apprendre. Mais pour nos petits amis qui sont nouveaux, qui découvrent en profondeur cet univers en regardant ce documentaire, bienvenue et accrochez-vous. Une théorie voudrait que dans ce jeu on trouve les 5 étapes du deuil. Chacune des régions principales de Termina est associée à une étape du processus du deuil. Je m'explique. À Bourg-Clocher, les habitants refusent de croire que la lune va s'écraser, même si elle est clairement visible dans le ciel, et qu'au fur et à mesure que le temps, les jours passent, elle se rapproche clairement du sol. Mais non, les habitants préparent quand même le carnaval du temps.
Les Mojo sont en colère contre les intrus et le roi Mojo exprime sa rage face à la disparition de sa fille. Ce dernier ira même jusqu'à accuser un pauvre singe de l'enlèvement de cette dernière et le condamne à mort. Tout en ayant pris conscience de sa propre mort, le roi des Gorons, des pics enneigés, tente comme il peut de revenir à la vie. Le peuple Goron entier se voile la face. Dans la Grande Baie, Lulu, la chanteuse Zora, est profondément attristée par la disparition de ses œufs. La région est marquée par une atmosphère de désespoir. L'acceptation dans la vallée Ikana, qui est ma région du jeu préférée. L'acceptation donc, où les morts ont accepté leur sort, et Link doit les aider à faire la paix avec leur passé. Cette théorie n'a jamais été confirmée par Nintendo, si je dis pas de bêtises, j'avoue que j'ai un doute, alors que pourtant, dit comme ça, c'est particulièrement logique. Enfin, voyons. Une autre théorie jamais confirmée, mais tout aussi intéressante, est que Link serait mort dès le début de Majora's Mask, lorsqu'il tombe dans l'abîme en poursuivant Skull Kid. Termina serait alors une sorte de purgatoire ou de voyage spirituel pour que Link puisse accepter sa propre mort. Cela expliquerait la nature étrange et onirique du monde de Termina, ainsi que les thèmes récurrents de la mort, de souvenirs et de résilience. Par exemple, les personnages familiers issus d'Ocarina of Time représenteraient des âmes perdues ou des reflets des émotions de Link. La lune elle-même pourrait symboliser un jugement imminent, une menace constante de la fin. Je trouve que le scénario de ce jeu est 100 fois plus poussé que celui d'Ocarina of Time. Nintendo s'est surpassé sur ce coup. Et en un an, vous vous rendez compte? En un an seulement de développement? Vraiment une quête qui m'a traumatisée dans la vallée d'Ikana. Ah ouais, avec Les momies. les momies là. Voilà. Et en fait, le moment où on libère le père, il y a toute la quête avec la petite et son père, du coup, qui est victime de la malédiction, qui a un visage de momie, etc. Et le moment où on arrive à rentrer dans la maison et on entend juste les tocs dans l'armoire. Ouais. Et ça, quand j'étais petite, ça m'a un peu fait peur. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est très sombre. Scénaristiquement, même dans le jeu, il se passe énormément de choses. Déjà, il y a énormément de quêtes. Et je sais que du coup, j'étais dans un mood, tu sais, un peu comme dans un rêve. Tu sais, t'es embrumé, t'es dans un cul pas possible et tu sais pas trop ce qui se passe. Je me souviens, j'avais trouvé un vieux système de con pour brancher un casque à la télé pour que je puisse avoir vraiment le son, que je vois s'il y avait de la stéréo et tout à l'époque. Et du coup, ouais, j'avais vraiment passé 2 semaines de zinzin à jouer à ce jeu et à aller à la plage, globalement. C'était ça, mon été de quand j'avais 14 ans. Autre chose qui m'a profondément marqué et qui a marqué pas mal de joueurs et qui d'ailleurs fait la force, la renommée de ce jeu Zelda, ce sont les quêtes secondaires. Ce jeu contient 4 donjons contre 9 dans Ocarina of Time. La différence est colossale. Mais en revanche, Majora's Mask a quelque chose qu'Ocarina of Time n'a pas, c'est la richesse des quêtes secondaires, avec notamment la collecte de masques. Sans compter les 4 masques qui changent entièrement notre apparence, on peut trouver 20 masques au total. Et pour chaque masque à récupérer, il y a plus ou moins une quête à élucider ou une simple interaction avec un PNJ. Certains masques seront indispensables pour la suite de l'aventure et d'autres serviront à collecter des quarts de cœur afin d'augmenter notre barre de vie. Et certaines quêtes, interactions avec les PNJ se déroulent un jour, une heure précise dans le jeu. Si jamais on échoue, on joue le champ du temps, on revient au premier jour et on recommence. Par exemple, pour obtenir le masque de Camaro, il faut nous rendre après minuit pour trouver l'esprit de Camaro, un danseur spectral dans les plaines au nord. On lui joue le chant de l'apaisement, une mélodie à l'ocarina qu'on apprend au début du jeu et qui nous aide à apaiser les âmes torturées. On y reviendra plus tard. En reconnaissance, il vous donne son masque et on pourra exécuter la danse spéciale de Camaro qui est nécessaire pour une autre quête secondaire avec les jumelles Rosa. Et en prime, on gagne un quart de cœur. On parle à Guru Guru, le musicien fou avec une boîte à musique pendant la nuit dans la laverie, qui joue cette musique incontournable de la saga. Il vous racontera une histoire émotive sur son amour des animaux et sa culpabilité. Après son récit, il vous donne le masque de Brême. En effet, ce masque permet de marcher tout en jouant une mélodie pour attirer des animaux à vous. Je vais cependant vous raconter 2 cannexes qui m'ont profondément marqué jusqu'à aujourd'hui. Elles m'ont fait littéralement péter un câble dans leur scénario et leur gameplay. Enfant, elles me rendaient dingue. Le ranch Romani se trouve dans la plaine de Termina, accessible via la route du lait. Toutefois, au début du jeu, le chemin vers le ranch est bloqué par un énorme rocher. Ce n'est qu'en obtenant le baril de poudre que Link peut briser le rocher et accéder au ranch. Une fois sur place, Link rencontre Romani, une petite fille pleine d'énergie, et sa sœur aînée, Crémia. Romani confie à Link que quelque chose de terrible arrive chaque année, peu de temps avant le carnaval. Elles appellent ces événements l'arrivée des œufs. Une allusion inquiétante à des êtres extraterrestres. Ces créatures volantes viennent pour enlever le troupeau de vaches du ranch, et Romani est déterminée à les arrêter. Elle demande de l'aide à Link pour se préparer
préparée. Pour prouver sa valeur, Link doit aider Romani à s'entraîner au tir à l'arc. Elle le met au défi de détruire 10 ballons disséminés dans le ranch en un temps limité. Si Link réussit, Romani accepte de le recruter comme assistant. Cette dernière explique alors que les œufs viendront pendant la nuit et que Link devra les repousser pour protéger les vaches. Elle lui donne un rendez-vous précis, la nuit du premier jour, juste avant minuit. Link peut utiliser cette information pour planifier sa stratégie. À minuit, le ciel au-dessus du ranch devient sombre et inquiétant. Les œufs apparaissent. Petite parenthèse extraterrestre ordinaire, pour le design et la conception de ces aliens, Nintendo s'est directement inspiré d'un fait divers qui a fait énormément de bruit aux États-Unis pendant les années 50. L'affaire du monstre de Flatwoods remonte au 12 septembre 1952, à Flatwoods, une petite ville de Virginie occidentale aux États-Unis. Ce soir-là, plusieurs enfants et un adulte déclarent avoir vu une étrange créature après avoir observé un objet lumineux traversant le ciel avant de s'écraser dans une colline proche. La créature mesurait entre 2 et 3 mètres de haut, avait une tête en forme de cœur inversé ou de pointe de flèche, des yeux brillants rouge-orange et semblait porter une sorte de robe métallique flottante. L'air autour d'eux sentait un gaz piquant et certains témoins ont rapporté des nausées. Les sceptiques ont suggéré que les témoins avaient vu une chouette effraie perchée sur une branche et que le reste de la description était amplifié par la peur et l'obscurité. L'objet lumineux aurait été un météore et les gaz pourraient provenir d'une source naturelle ou de la psyché collective. L'affaire a depuis été classée parmi les mystères de l'ufologie et continue d'alimenter des discussions entre amateurs de paranormal et scientifiques sceptiques. C'est devenu un emblème des histoires d'ovnis aux États-Unis. Trop fort Nintendo, c'est effrayant. Et Aonuma et son équipe se sont dit tiens, on va prendre ce fait divers et on va le mettre dans un jeu Zelda. C'est incroyable, ça me fascine. Les créatures avancent lentement mais inexorablement vers la grange où se trouvent les vaches. Il est crucial de rester attentif à leur position. Les œufs apparaissent de plusieurs directions, notamment des champs et des bois entourant le ranch. Si une seule d'entre elles atteint la grange, Romani sera enlevée. Si Link réussit à défendre la grange jusqu'à l'aube, les œufs disparaissent et Romani exprime sa gratitude. Elle est heureuse et annonce que les vaches sont sauvées pour une autre année. Le deuxième jour, Romani et sa sœur Crémien se préparent pour une livraison de lait à la ville de Bourg-Clocher. Si Link parle à Crémien, elle lui demande de l'accompagner dans sa charrette car elle s'inquiète de la sécurité sur la route. Cette phase est connue comme l'escorte du lait. Durant le trajet, la route est bloquée par les frères Gorman, deux frères masqués montés sur des chevaux qui tentent d'attaquer la charrette pour voler le lait. Link doit utiliser son arc pour repousser leurs assauts. Si notre cher ami à la tunique verte réussit à protéger les bouteilles de lait jusqu'à Bourg-Clocher, Crémien le remercie en lui offrant une bouteille de lait et la casquette Romani, un symbole d'amitié et de gratitude. Cette quête est emblématique pour son ambiance unique, son gameplay diversifié, le tir à l'arc, les scores dans la charrette et son mélange d'émotions allant de l'intensité à la tendresse. Elle montre également le lien profond entre les deux sœurs et leur courage face à l'inconnu. Quand j'avais fini cette mini-quête quand j'étais petit, je me suis dit ok mais c'est incroyable, c'est un jeu dans un jeu en fait, c'est fantastique. Et je vais parler également d'une autre quête annexe qui m'a profondément marqué mais qui m'a fait incroyablement galérer et je pense que c'est ma préférée entre les deux. Dans Bourg-Clocher, Link rencontre une femme appelée Anju, qui travaille à l'auberge de la ville. Si Link porte le masque des Cafei, obtenu auprès de Madame Aroma, la mère, Anju lui confie qu'elle est fiancée à un homme nommé Cafei, justement, mais que ce dernier a disparu sans aucune explication peu avant leur mariage. Elle est inquiète, mais refuse d'abandonner l'espoir qu'il revienne. Elle lui demande de revenir la voir plus tard. À minuit, Link rencontre Anju dans la cuisine de l'auberge. Elle lui avoue que Cafei lui a envoyé une lettre étrange. Elle ne comprend pas pourquoi il est parti. Elle lui demande d'apporter une réponse à cette lettre qu'elle écrit sur place. Link doit déposer la lettre dans la boîte aux lettres de Bourg-Clocher avant l'aube du deuxième jour. La livraison de cette lettre par le facteur d'un élément clé pour localiser Cafei. Le matin du deuxième jour, le facteur livre la lettre à Cafei, qui vit en secret dans une maison du quartier ouest de Bourg-Clocher, à côté de la cloche. Si Link le suit, il découvre que Cafei est caché sous une apparence de jeune garçon. Il lui explique qu'il n'a pas fui Anju volontairement. Lorsqu'il a été maudit, un bandit dénommé Sakon en a profité pour lui voler le masque des noces, un objet symbolique indispensable pour son mariage. Cafei confie à Link une lettre pour Madame Aroma, sa mère, et lui demande de l'aider à récupérer le masque. Il lui révèle qu'il a suivi Sakon jusqu'à la région d'Ikana. Link se rend donc dans la vallée d'Ikana et retrouve Cafei près de la cachette du bandit Sakon. Celui-ci attend patiemment que le voleur retourne à son repère. Lorsqu'il arrive au crépuscule du troisième et du dernier jour, le voleur ouvre son repère. Link et Cafei entrent discrètement et découvrent un mécanisme piégé. Cafei doit activer des interrupteurs pour éviter que le masque de noces ne soit détruit, tandis que Link combat les ennemis dans une autre partie de la salle. Cette séquence est chronométrée, ajoutant une tension supplémentaire. Le nombre de fois où j'ai échoué pendant cette quête et j'ai dû refaire toute la quête, c'était une horreur. Si Cafei réussit à résoudre les puzzles à temps, il récupère le masque des noces et remercie Link pour son aide. Il se précipite alors à Bourg-Clocher pour rejoindre Anju. Dans les dernières heures avant la chute de la lune, Link doit se rendre à l'auberge de Bourg-Clocher. Dans la chambre réservée pour leur nuit de noces, Anju attend Cafei. Si toutes les étapes de la quête ont été accomplies, Cafei arrive enfin. Malgré
sa malédiction, il et Anju réaffirment l'amour mutuel et décident de rester ensemble, même face à la fin imminente du monde. Le tout sur une musique qui me donne des larmes aux yeux à chaque fois. Si Link joue la chanson du temps et recommence le cycle des 3 jours, les événements de la quête sont effacés, comme pour tout le reste. Mais la mémoire de l'amour reste intacte pour le joueur. La quête de Kafei et Anju est souvent considérée comme l'un des récits les plus touchants et tragiques de la série Zelda, mêlant amour, espoir et sacrifice dans un monde en sursis. Mesdames et messieurs, je vous présente The Legend of Zelda Majora's Mask, sorti en 2000. Moi, des fois, dans le cadre de mon métier, il y a des moments où je fais des grosses sessions de travail, où je dessine beaucoup. Et j'avoue, ça m'est déjà arrivé pour me calmer d'écouter du coup la musique qu'il y a dans le temple du temps. Ça fait un peu musique religieuse, etc. Et je trouve qu'elle, en fait, depuis petite, genre, je sais pas pourquoi cette musique, elle m'a toujours un peu calmée. Je l'écoute pas tous les jours, mais je pense que j'ai dû l'écouter au moins une fois cette année, et pareil l'année dernière, et toujours un moment où j'y reviens. De manière générale, l'univers musical donc de tous les Zelda est hyper beau. Mais je trouve que vraiment celui de Majora et de Ocarina of Time, c'est les plus beaux. Moi, la musique qui m'a beaucoup marqué, c'est la musique quand on rentre dans le palais Mojo. C'est paradoxal parce que la première fois qu'on rentre, il y a le singe qui se fait brûler ou menacer de mort. Et du coup, il y a cette musique un peu joyeuse. Et j'adore cette musique, je la trouve hyper entraînante. Dans Ocarina, c'était peut-être un peu plus léger, on l'utilise un peu moins l'Ocarina, j'ai l'impression. Dans Majora, je trouve qu'il est vraiment central. Oui, c'est vrai, ouais. Et du coup, la musique a vraiment un rôle central dans le jeu parce que quand on lance une partie, vraiment, on ralentit le cours du temps, on fait le chant d'envol, un peu plus, du coup, la musique au centre du jeu. J'aimerais aborder un dernier point essentiel sur ce jeu incroyable avant de passer à la suite. Je pourrais en parler des heures et des heures, mais ça ferait une vidéo entière, rien que pour ce jeu. Tellement il regorge de théories, de clins d'œil, d'indices. Ce sont les musiques. On en parle souvent depuis le début, mais je trouve que la musique a une place particulièrement importante, plus que pour les autres jeux, je trouve. Composée par Koji Kondo, le boss, elle est un élément crucial et central du jeu, contribuant puissamment à son atmosphère sombre, mélancolique et parfois troublante. Chaque morceau renforce le thème de l'apocalypse imminente, les mystères de Termina et l'émotion des personnages. Voici un tour détaillé des musiques qui m'ont le plus marqué dans ce jeu. Le thème de Bourg-Clocher change subtilement au fil des 3 jours, reflétant la progression de l'histoire et l'approche de la catastrophe. Le jour 1, la musique est enjouée et optimiste, elle donne l'impression que la ville est pleine de vie et de routine quotidienne, bien que l'ombre de la lune plane déjà au-dessus. Pendant le jour 2, le tempo est légèrement plus rapide et les tons deviennent plus tendus, comme si les habitants commencent à ressentir la pression du temps qui s'écoule. Et enfin, le jour 3, la musique devient frénétique et nerveuse, traduisant la panique générale dans la ville, alors que la lune est sur le point de s'écraser. Le thème de Bourg-Clocher est une excellente illustration de l'approche cyclique du jeu, où la musique évolue en fonction du désespoir croissant des habitants. La musique de la plaine de Termina, qui est en soi le thème de la série de Zelda, mais la façon dont ce dernier est composé me procure personnellement un sentiment d'urgence. Je dois sauver le monde de l'apocalypse, je ne dois pas traîner, je dois foncer, le temps presse, littéralement pour le coup. Contrairement à la plaine d'Hyrule de Ocarina of Time, où le sentiment de liberté, de grandeur est plutôt de mise. On prend son temps, on explore, on fait des roulades tout le long. Le
thème de la vallée d'Ikana est lugubre, sinistre et mystérieux, avec ce côté tribal et ses tonalités étranges. Il crée une atmosphère d'inquiétude et de désolation. La vallée d'Ikana est un endroit hanté, symbolisant la mort et les regrets du passé. Et la musique reflète parfaitement ce sentiment, avec son donjon mythique, sa musique mythique et sa conception mythique de Up and Down, qui m'aura rendu fou, bloqué pendant des mois sans pouvoir trouver un putain de coffre qui contenait une clé pour accéder à une salle. C'est d'ailleurs ma mère qui m'a aidé à me débloquer de ce donjon. Je la revois encore. C'est quoi ça, ce coffre sur la plateforme? C'est pas ça que tu cherches? Wow, merci maman. Ou encore le chant de guérison, qui est l'un des morceaux les plus emblématiques et émotionnels de Majora's Mask. Il est utilisé pour libérer les âmes tourmentées et transformer leur douleur en paix. Chaque fois que cette chanson est jouée, elle accompagne une scène poignante où un personnage trouve la rédemption ou l'acceptation. Sa mélodie douce et apaisante est remplie de tristesse, mais elle porte aussi une note d'espoir. Cette chanson résume parfaitement les thèmes principaux du jeu: surmonter la douleur et chercher la guérison. Le thème de Skull Kid, souvent entendu dans des scènes clés où il apparaît, est minimaliste et hypnotique. La mélodie principale repose sur des sons de cloche, de xylophone, des percussions légères qui créent une sensation de malaise. L'utilisation d'instruments dissonants ou des tonalités mineures reflète la corruption qui habite Skull Kid sous l'influence du masque de Majora. L'atmosphère qui s'en dégage est très différente des musiques héroïques ou mélancoliques du reste du jeu. Elle est plus étrange, presque chaotique, renforçant l'impression que Skull Kid est un être qui agit en dehors des normes de Termina, un farceur devenu dangereux et imprévisible. Et des musiques mythiques dans ce jeu, il y en a à la pelle. Il y en a des très glauques aussi. Quand j'étais enfant, peu de temps après avoir fini le jeu, j'avais en ma possession le CD de toutes les musiques de Majora's Mask, que j'ai encore d'ailleurs, il doit être chez mes parents à la campagne quelque part, et je l'écoutais en boucle pour m'endormir le soir. Et ma grande sœur, qui était dans la chambre d'à côté, se faisait réveiller ou alors était dans un demi-sommeil avec ce genre de musique par exemple. Ça l'a marqué elle aussi. Elle me disait le lendemain: mais t'écoutes vraiment ça pour dormir? Mais c'est super glauque, genre. T'es tordu un peu, petit frère. À sa sortie, Majora's Mask était un jeu qui ne laissait personne indifférent. Son approche expérimentale et ses thèmes sombres ont marqué les esprits, que ce soit pour sa capacité à perturber ou à toucher profondément. Bien que le jeu n'ait pas eu la même accueil universel qu'Ocarina of Time, il a fini par être apprécié pour sa richesse émotionnelle, sa conception originale. Aujourd'hui, il est perçu comme un des joyaux de la saga Zelda, un jeu qui continue à influencer les récits vidéoludiques modernes. Eiji Aonuma a réussi le défi qui lui a été imposé de créer ce chef-d'œuvre en seulement un an. Un an. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant. Après tout ce qu'on vient de dire là, c'est dingue. Et ce dernier peut maintenant s'asseoir à côté de Miyamoto. Ce dernier a su montrer de quel bois il pouvait se chauffer. Quelle était sa vision de cet univers. Deux jeux 3D qui ont révolutionné l'industrie du jeu vidéo, qui sont des véritables succès commerciaux. Nintendo peut maintenant aller loin, très loin, en termes de réalisme et de graphisme. Et le prochain jeu sera sûrement époustouflant visuellement. N'est-ce pas? On fait un petit retour en arrière dans les années 2000, et avant même que Majora's Mask soit achevé, une équipe de développement travaillait déjà sur le prochain Zelda après Majora's Mask. C'est pour vous dire, qui sortirait sur la prochaine console de salon de Nintendo, la GameCube. Eiji Aonuma reprend le projet, tandis que Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka s'installent au Rennes en tant que producteurs. Miyamoto et Aonuma supervisant en réalité le projet, ce dernier est assisté de Yoshiko Izumi à la réalisation. Les premiers concepts reprennent le même design qu'Ocarina of Time, avec des visuels améliorés à la hauteur des performances de la nouvelle console. L'équipe crée très rapidement une brève démo technique de Link affrontant Ganondorf dans un combat à l'épée, dans l'optique de réaliser une démonstration lors de l'exposition Nintendo Space World 2000 qui se déroule fin août, lors de laquelle l'entreprise Nippon dévoile la GameCube. La hype elle est totale, les fans y sont excités au max. Qu'est-ce que Nintendo peut encore bien préparer après un carton tel que Ocarina of Time et Majora's Mask? Un nouveau jeu Zelda sur une nouvelle console de salon hyper réaliste, ce serait trop la frappe, vraiment. Un an plus tard, en 2001, lors de l'E3, pour ceux qui ne le savent pas, mais l'E3 est un grand salon du jeu vidéo qui se déroulait chaque année à Los Angeles. Malheureusement, depuis la pandémie de 2020, le salon a arrêté d'exister. Nintendo dévoile le premier trailer officiel du prochain Zelda. La foule retient son souffle, l'excitation est au maximum.
que c'est que cette merde? Mais où est le Zelda hyper réaliste avec des graphismes de fou furieux qui nous a été promis? Ça, c'est la réaction qu'ont eu des milliers de fans et des journalistes après le premier visionnage de ce trailer. Et on peut comprendre. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut passer de ça à ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu chez Nintendo? Après la réalisation de la vidéo épique de Link qui combat Ganondorf, Aonuma aurait déclaré « Ça, c'est pas un Zelda. Ce n'est en aucun cas un Zelda. » Pour lui, elle n'est pas l'idée qu'il se fait de Zelda, du moins ce que la licence doit devenir. Elle n'a pour but que de tester les capacités de la nouvelle console et n'est pas un projet à part entière. Aonuma précise également qu'il veut faire mieux que les jeux de la franchise sur Nintendo 64 en matière de maniabilité et dans la façon dont est manipulé le personnage de Link. Mais l'aspect graphique beaucoup plus réaliste complexifie la maniabilité. L'équipe s'interroge pour savoir si elle doit poursuivre dans cette voie du rendu photoréaliste et ainsi décide d'aller à l'inverse du réalisme. Elle estime que trop de productions du moment se ressemblent en 2000, comme par exemple Final Fantasy ou Metal Gear Solid. Elle veut étonner les joueurs et conclut que ce n'est pas en créant un jeu réaliste qu'elle va y arriver. Nintendo approfondit alors ses recherches dans d'autres directions artistiques. Le concepteur Yoshiki Haruhana crée un dessin caricatural d'un jeune Link qui attise l'intérêt des développeurs, comme le directeur de la conception, Satoru Takizawa, qui dessine alors un ennemi Moblin dans un style similaire. L'équipe explore alors les nouvelles possibilités de jeu et de combat offerts par l'esthétique du dessin animé stylisé. Afin d'obtenir cet aspect, elle utilise le cel shading sur les modèles 3D, donnant aussi un rendu de dessin animé interactif. Cette technique consiste à appliquer une texture particulière sur des modèles 3D avec un éclairage spécifique. Je pense notamment à un jeu qui est sorti à l'époque de la GameCube, qui a été en plus un carton, 13, un jeu de shoot en FPS qui reprend les codes de la célèbre bande dessinée. Bah voilà, ce jeu c'est le parfait exemple de ce que peut être le cel shading. On comprend maintenant le virage à 90 degrés de la part de Nintendo. Ok, très bien, mais c'est un pari très risqué. D'autant plus que les ventes de la GameCube sont une catastrophe. Elle se fait écraser par sa concurrente, la PlayStation 2 de Sony, qui demeure encore aujourd'hui comme la console la plus vendue de tous les temps. Plus de 160 millions contre 21,74 pour la GameCube. Nintendo va très mal, la GameCube peine à décoller, les ventes s'essoufflent, elle n'a pas de grand jeu et ce nouveau Zelda peut être la clé pour propulser les ventes et redonner un souffle à Nintendo ou à contrario, condamner Nintendo à tout jamais. C'est impensable. Vous imaginez la pression qu'il doit avoir Eiji Aonuma là? Durant l'été 2002, lors de l'E3, sort un nouveau trailer de ce jeu Zelda. La plupart des gens restent pessimistes tout de même. Ça a l'air joli, le gameplay semble innovant, mais quand même, les doutes persistent. Et puis what the fuck? Link est sur un bateau, mais qu'est-ce que c'est? Mais on nage en plein délire là! Ce nouveau Zelda porte désormais un nom, The Legend of Zelda Wind Waker. J'ai fait ce jeu quelques années plus tard, après sa sortie, genre 2005, avec... On l'avait acheté dans un vide-grenier près de notre maison de campagne, comme pour Ocarina of Time. C'est le printemps, il faisait beau, on était bien. Ce jeu, il est génial, il est bouleversant, il a cassé les codes, c'est le moins qu'on puisse dire. L'histoire commence avec un récit sur une ancienne légende d'Hyrule. Un jour, un être maléfique, Ganondorf, commence à le connaître celui-là, chercha à s'emparer de la Triforce. Un héros vêtu de vert, l'élu des dieux, le héros du temps, référence à Ocarina of Time, réussit à le vaincre et restaurer la paix. Cependant, lorsqu'un jour le mal revint, le héros ne réapparut pas. Est-ce que c'est parce que Link était à terminer pendant ce moment-là dans Majora's Mask? Face à cette menace, les habitants prièrent les dieux qui noyèrent Hyrule sous les eaux, créant ainsi la Grande Mer. L'histoire principale commence sur l'île de l'Aurore, où vit Link, un jeune garçon ordinaire. Le jour de son anniversaire, il reçoit la tunique verte du héros en hommage à la légende. Sa sœur, Ariel, est ensuite enlevée par un énorme oiseau, le roi Cuirass, sous les ordres de Ganondorf. Link part alors avec Tetra, une jeune capitaine pirate qui l'a secouru dans la forêt de l'île quelque temps avant. Après un court tutoriel dans le bateau pirate, pour savoir se déplacer de plateforme en plateforme, avec une musique devenue culte, ensemble, ils atteignent le repère de Ganondorf, la forteresse maudite, où Ariel et d'autres filles sont retenues captives. Link est projeté par un canot du bateau jusqu'à la forteresse, et dans notre chute, le héros perd son épée. On doit donc progresser dans la forteresse en infiltration. Et ça franchement c'est bien. Un nouveau genre de gameplay dans la licence. Bon, il y avait déjà plus ou moins la même chose avec les Gerudo, les pirates dans Majora's Mask, mais ce n'était pas poussé aussi loin. Dans la forteresse maudite, Link peut se cacher dans les tonneaux, ramper, se plaquer contre les murs. On combat un moblin vert, une sorte de mini-boss à l'aide de notre épée qu'on vient de récupérer. Le tout sous une musique épique. La plus stylée des musiques de mini-boss de la licence, selon moi. Une fois dans les cellules, où notre sœur est enfermée avec plusieurs autres filles, Link est découvert par le roi Cuirass et est projeté à la mer sous les ordres de Ganondorf.
Peu de temps après, Link est secouru par le Lion Rouge, une barque parlante. Il lui révèle que pour affronter Ganondorf, il doit trouver la Master Sword, l'épée légendaire. Mais pour cela, il doit d'abord rassembler les 3 perles des déesses. Dans la ville de Mercotil, où on est recueilli, on fait plusieurs quêtes pour récupérer une voile. On parle au PNJ, on s'amuse, on se balade. C'est hyper coloré, c'est mignon. On est dedans avec mon frère, on kiffe. Direction l'île du dragon pour trouver la première perle. On vogue sur notre bateau, un vaste océan qui s'offre devant nous, un sentiment de liberté et d'exploration qu'on n'avait jamais connu avant. On arrive sur l'île Dragon et cette musique. Je me rappelle la première fois qu'on y a joué avec mon grand frère, on était scotchés dans cette musique devenue culte. Le peuple Piaf, une sorte de tribu humanoïde oiseau dont une certaine Médoli qui nous informe que Valou, le dragon protecteur de l'île, un sage, est très en colère. Quelque chose de bizarre se trame. On sort dans la caverne, au sommet de la montagne pour voir ce qu'il s'y passe. Premier donjon, de feu donc, assez simple dans l'ensemble, un donjon Zelda classique quoi. On arrive dans la salle du boss, Goma, un boss qui revient plusieurs fois dans la saga, sous différents aspects, vous l'aurez remarqué. On lui fume la gueule, la musique est épique, Link exulte de joie, l'animation est trop cool. C'est génial en fait. Les animations des personnages, dont Link, sont vraiment attachantes. Elles sont beaucoup plus vivantes, contrairement aux anciens opus. On récupère la première perle de Dain, cap maintenant sur l'île aux forêts, pour récupérer la deuxième perle, celle de Faror. On rencontre l'arbre Mojo et le peuple Korogu, les descendants du peuple Kokiri. Des théories veulent que l'arbre Mojo présent dans Wind Waker est le bourgeon de Ocarina of Time qui apparaît juste après avoir vaincu le fantôme de Ganondorf dans le temple de la forêt. Très plausible ma foi. Et j'avoue j'ai un doute, je sais même plus si c'est confirmé dans Hyrule Historia ou par Nintendo, je sais plus. Bref, on se rend dans le deuxième donjon, dans les bois défendus, pour libérer un Korogu appelé Dumoria. Donjon de forêt cette fois-ci. On fume le boss, une grosse plante pas belle. On libère Dumoria, on récupère la perle de Faror et les Korogu font la fête dans une séquence super attachante. Sur le troisième sage maintenant, Jabu Jabu, qu'on connaît bien, qu'on a vu dans Ocarina of Time. Ce dernier détient la troisième perle qui se trouve sur l'île du poisson. Une fois sur place, on retrouve une île dévastée et un Piaf qui nous annonce que Jabu Jabu n'est plus là. Et les sbires de Ganondorf ont foutu le bordel sur l'île et de ce fait, le sage s'est caché dans une grotte sur notre île natale, sur l'île de l'Aurore. C'est parti, on s'y rend. Et le tout sur un océan déchaîné de tempêtes avec une musique apocalyptique. J'adore cette séquence, elle m'avait trop marqué. Problème, la grotte est coincée par des rochers. On retourne à Mercantile, on croise nos copains pirates, dont Tetra, qui passent du bon temps sur l'île, on dérobe leurs trésors, des bombes, ah trop bien, on va pouvoir niquer les rochers. On retourne sur l'île de l'Aurore, et c'est long, putain. Oh la vache, c'est interminable, les déplacements en bateau dans Wind Waker sont longs. On défonce la grotte à gros coups de boulet de canon, et on trouve enfin Jabu Jabu, qui nous donne la perle. Et comme ça, direct, pas de donjon. Ok, on continue. On doit placer les 3 perles des déesses sur 3 îles triangulaires différentes pour libérer une marque en forme de Triforce qui laissera apparaître la Tour des Dieux. 3e donjon, sûrement mon préféré. L'ambiance est antique, la musique est cool, les ennemis sont stylés. Je pense notamment aux Wizrob, des sortes de sorciers. Ils me faisaient trop marrer quand on les frappait. C'est con hein, mais ça c'est vraiment des sons qui te marquent à vie dans Zelda. Comme le vendeur du bazar à Bourg-Clocher dans Majora's Mask. On parcourt le donjon, on affronte le mini-boss, hyper charismatique et très dangereux, un Dark Knight, une sorte de chevalier un peu. On l'éclate dans un combat avec un gameplay qui est propre à Wind Waker, avec le fameux Z-targeting, mais qui est amélioré, dans le sens où on peut frapper un ennemi de façon latérale, sur les côtés, etc. Et ça rajoute vraiment quelque chose dans les combats, j'avoue. On récupère l'arc, un item iconique de la saga, on affronte le boss, Gordon, qui fait clairement penser à Bongo Bongo d'Ocarina of Time dans le gameplay. Ce dernier est en réalité une machine placée par les dieux pour mettre à l'épreuve le héros élu des déesses. Une fois vaincu, ce dernier nous libère un
passage sous les flots. Link arrive alors au château d'Hyrule, figé dans le temps sous les eaux. Il y trouve la Master Sword qui a perdu tous ses pouvoirs. On repassera. On est fin prêt à aller fumer Ganondorf et libérer notre sœur. Cap sur la forteresse maudite à nouveau. On tombe nez à nez avec le fantôme de Ganon. On lui renvoie ses boules de magie, comme pour Ocarina of Time, et la musique est dingue, j'adore. Et cette fois-ci, pas d'infiltration. On éclate à la pelle tous les ennemis qui peuvent se trouver sur notre chemin. Par paquet de mails. Les petites merdes là qui font... On les massacre. C'est jouissif. On arrive à la suite de notre sœur. Tetra et les pirates arrivent, emmènent les captifs loin d'ici. Et merde, le gros pigeon arrive pour en découdre avec nous. Mais cette fois-ci, nous avons une épée. Il s'engage alors un combat tellement stylé au sommet de la forteresse maudite contre le roi cuirasse qu'on fume à coups de masse qu'on a récupéré peu de temps avant. Incroyable ce combat avec les projecteurs et tout, j'adore. On avait fait ce combat avec mon grand frère en pleine nuit, je me rappelle. On était en pleine vacances d'été, on était libre, c'était incroyable. On arrive alors dans les appartements privés de Ganondorf. Nous sommes face à lui et Tetra, venu des Link, est capturé par ce dernier. À ce moment, la Triforce de la Sagesse s'illumine en Tetra, révélant qu'elle est en réalité la princesse Zelda, descendante de la famille royale d'Hyrule. On se sauve in extremis avec l'aide des Piaf et du vénérable Valou qui carbonise la forteresse. On retourne sous les flots à Hyrule. Le roi Daphnes d'Hyrule, esprit du roi autrefois, apparaît et protège Tetra / Zelda en la cachant dans Hyrule. Tandis que Link part restaurer la puissance de la Master Sword. Arrive alors un premier climax, mais il s'avère que le roi d'Hyrule n'est autre que le Lion Rouge, notre bateau qui nous accompagne depuis le début du jeu. Pour redonner son pouvoir à l'épée, Link doit retrouver les deux sages qu'il alimentait autrefois. Medoli, la jeune Piaf qui devient la nouvelle sage de la Terre, et Dumoria, le Korogu qui devient le sage du vent. Le tout dans deux temples respectifs. Le temple de la Terre, avec une ambiance assez glauque, similaire au temple de l'ombre dans le Ocarina of Time, je trouve, et le temple du vent, avec cette musique entêtante que j'adore. Et le combat contre le boss Molgara, devenu super culte, est monstrueux. Après avoir restauré la Master Sword, Link apprend qu'il doit aussi reconstituer la Triforce du courage dont les fragments sont dispersés dans la mer. Oh là là là. Vous aussi vous détestez cette partie dans Wind Waker. Pardon, vous haïssez cette partie du jeu. Link explore l'océan et collecte 8 morceaux de la Triforce du courage cachés dans des coffres. Après avoir trouvé leurs cartes et les avoir fait déchiffrer par Tingle, cette enflure de lutin vert qui nous fait payer le déchiffrage une fortune. C'est long, c'est chiant, on s'ennuie, les trajets sont interminables. Si tu as eu le malheur de ne pas bien compléter ta carte à l'aide du poisson pourri qui fait... Dès que tu l'approches, tu te perds, tu ne reconnais pas les îles. Aonuma lui-même a déclaré que c'était trop chiant en ce moment. De base, il voulait faire 1 ou 2 donjons supplémentaires pour cette quête. Mais par manque de temps, la quête de la Triforce a été remplacée par ça. Tellement frustrant. Il y a juste le fragment qui se trouve dans un vaisseau fantôme qui est stylé. Un vaisseau fantôme qui rôde sur l'océan, qu'on doit trouver en fonction du cycle lunaire. Ça, c'est pas mal, c'est mystérieux, c'est excitant. Une fois la Triforce complète, Link est reconnu comme le nouveau héros du vent. Link retourne à Hyrule où Ganondorf a découvert Zelda et l'a capturée. Pour changer, on se rend dans son repère, la tour de Ganon qui, soit dit en passant, se trouve quasiment en face du château d'Hyrule. Compliqué l'entente entre voisins. On se rend dans la tour, on explore, on recombat des boss qu'on a déjà affrontés, dont le fantôme de Ganon, puis arrive le combat final en 3 phases. Elles ne sont pas très difficiles, à part la 3ème où ça va à toute vitesse, c'est le Zbeul. Le gros serpent fonce à toute allure, on galère à le fumer tellement il va vite. Après ça, on se rend au sommet de la tour, sur le toit. Ganondorf invoque la Triforce et la touche, prêt à exaucer son vœu. Cependant, au dernier moment, le roi d'Hyrule intervient et formule son propre souhait avant lui. Il demande aux déesses de faire disparaître Hyrule à jamais, condamnant ainsi le royaume à être englouti sous les flots pour éviter qu'il ne tombe sous le contrôle du mal. La Triforce s'illumine et disparaît. Une pluie commence à tomber, annonçant la submersion imminente d'Hyrule. Furieux d'avoir été privé de son vœu, Ganondorf éclate de rire. Complètement fou, il décide d'éliminer Link et Zelda une bonne fois pour toutes. S'engage alors selon moi l'un des combats finaux les plus incroyables et épiques de la licence. Ganondorf est un adversaire redoutable, esquivant habilement les attaques et contre-attaquant avec une rapidité impressionnante. Zelda assiste Link en utilisant son arc de lumière pour affaiblir Ganondorf en lui tirant des flèches. Après plusieurs assauts, Link profite d'une ouverture et dans un ultime coup spectaculaire saute dans les airs et plante la Master Sword directement dans le front de Ganondorf. L'épée sacrée le pétrifie sur place, le laissant figé
le sourire aux lèvres. Avec Ganondorf vaincu, l'eau commence à recouvrir définitivement Hyrule. Le roi Daphnes, résigné, annonce qu'il ne peut pas les accompagner à la surface. Il choisit de disparaître avec son royaume, acceptant la fin d'une ère. Il les remercie et leur demande de construire un nouveau monde, libre de l'ombre d'Hyrule. L'eau finit par tout recouvrir et Link et Zelda, enfermés dans une bulle protectrice, remontent lentement vers la surface. Link et Zelda se réveillent à la surface, flottant sur l'océan, quand les pirates les retrouvent, les accueillant joyeusement. Dans la dernière scène, on voit Link et Tetra voguer ensemble sur l'océan infini, en quête d'un nouveau royaume où ils pourront écrire leur propre destin. Le roi et l'ancien monde ont disparu, sous les flots, mais l'espoir d'un avenir nouveau est intact. Fin. De toute la saga, cette fin est la plus forte et la plus originale dans les messages qu'elle renvoie, je trouve. À savoir le passage à une nouvelle ère. Contrairement aux autres Zelda, Hyrule ne renaît pas. Le passé est abandonné, et c'est aux héros et à Zelda de bâtir un nouveau monde. Également le sacrifice du roi, qui est très émouvant. Il représente une génération révolue qui, plutôt que de s'accrocher à un passé idéalisé, accepte de disparaître pour laisser de place au futur. Également l'espoir et l'aventure. Link et Tetra ne savent pas où ils vont, mais ils partent confiants, incarnant un message positif et optimiste. Wind Waker a reçu des critiques extrêmement positives à sa sortie, avec des scores de plus de 90 sur 100 sur Metacritic, 20 sur 20 sur jeuxvideo.com. Le seul jeu à avoir cette note sur ce site à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 3 au total seulement. Les points les plus acclamés étaient les graphismes en cel shading, la musique et l'ambiance maritime. Le cel shading a été acclamé. Vous vous rendez compte? C'était la bête noire de tous les fans et de toute la presse, et au final, c'est acclamé. Comme quoi Nintendo savait vraiment ce qu'il faisait. En revanche, le principal reproche des critiques était la quête de la Triforce, jugée trop longue et répétitive. Normal. Ça, je veux même pas en parler. Un océan assez vaste aussi, mais pas assez rempli d'îles à explorer, des trajets interminables, des ennemis et des boss faciles à battre. Et moi, je rejoins entièrement ces critiques. Beaucoup de fans ont d'abord rejeté le style cartoon, préférant un jeu plus réaliste comme Ocarina of Time ou Majora's Mask. Mais avec le temps, Wind Waker a gagné un statut de jeu culte grâce à sa direction artistique intemporelle. Il y a plusieurs petites anecdotes amusantes sur le développement du jeu, comme lorsque la fois où Aonuma et son équipe ont présenté le premier prototype du cel shading à Shigeru Miyamoto, qui a d'abord ri en voyant le design de Link. Il pensait que cela allait diviser les fans, et il avait pas tout à fait tort du coup. Mais il a laissé Aonuma poursuivre son idée. Finalement, Miyamoto a reconnu que le choix était bon, car il donnait au jeu une forte identité visuelle. Ou encore que c'est parce que la GameCube n'était pas aussi puissante que la PlayStation 2 que pour éviter les problèmes de chargement entre les zones, Aonuma et son équipe ont conçu un monde basé sur l'océan, où les îles apparaissaient progressivement pour masquer les temps de chargement. Ça c'est stylé, ça j'aime bien ça. Pensant que le jeu serait un échec, Aonuma était tellement angoissé à la sortie qu'il a évité de lire les commentaires des fans et avait peur que le jeu ne se vende pas bien. Finalement, Wind Waker s'est vendu à plus de 4,6 millions d'exemplaires. Chapeau l'artiste. 2 jeux légendaires à ton actif maintenant. J'aime énormément ce jeu. Il est magique. C'est loin d'être mon préféré, mais mes souvenirs qui sont attachés, ils sont très précieux. Mais il n'est pas parfait à mes yeux, en vue des critiques que j'ai soulevées plus haut. Nintendo a réussi son pari. Un Zelda triomphal qui a cassé les codes. Les ventes de la GameCube peinent néanmoins à décoller. C'est un peu un flop commercial. Mais Nintendo a des idées pour la suite de son univers fétiche. Maintenant qu'ils ont le champ libre pour innover d'autres aspects pour la licence, ils veulent encore plus casser les codes. Ça passe une fois avec Wind Waker, mais est-ce que ça va passer une deuxième fois? Nintendo ne veut pas prendre le risque de se mettre les fans à dos une fois de plus. Les fans veulent du réalisme, alors Miyamoto et Aonuma vont leur en donner. Voilà mes amis, nous arrivons à la fin de la première partie. J'espère sincèrement que vous avez pris du plaisir durant ce visionnage et on se retrouve dimanche prochain pour le second volet de ce documentaire. Mais allez, ça va passer vite, encore un peu de patience.